cas d'un point de vue, spirituel, c'est d'aider l'être humain à développer les plus hautes potentialités qu'il a en lui. Donc ça part du principe que dans le cœur de chaque être humain, il y a un principe divin et que ce principe divin, il est endormi dans dans la matière et ces initiés, ces enseignants et ces enseignantes aussi, parce qu'il y en a eu, même si, on en a moins parlé, hem, était de réveiller cette étincelle dans le cœur de chaque être par différentes techniques, différentes méthodes, différentes visions du monde, différents symbolismes. Et si on remonte au plus loin qu'on sache, ce que je vais dire ici, c'est peut-être pas partagé, par tous les historiens académiques, hein. C'est ce que dit la tradition initiatique. Hem, Aussi loin qu'on puisse s'en rappeler, il y aurait eu des civilisations très avancées, très loin dans le temps et ces civilisations entrant comme chaque cycle de civilisation, il y a un démarrage, il y a un apogée, puis il y a un déclin. À chaque déclin de civilisation, il y avait une poignée d'élus qui avaient pour charge de conserver le dépôt de ces traditions dans ce qu'elles avaient de plus essentiel pour les générations futures, pour la transmission et en attendant des temps où il y aurait pu avoir une éclosion plus large de ces enseignements. Alors souvent, peut-être certains connaissent, hein, quand on parle de tradition initiatique et qu'on va assez loin dans le temps, on parle souvent de ces civilisations comme la Lémurie, l'Atlantide, toutes ces grandes aires civilisationnelles qui nous dépassent en termes de temps, qui auraient été des époques, une forme d'âge d'or de la conscience, de la civilisation. Et c'est intéressant de voir que dans les textes aussi bien occidentaux qu'orientaux, on retrouve ces civilisations. Aussi bien les Grecs, par exemple, que les Hindous avaient cette théorie des 4 âges. 4 âges liés à des métaux. On disait qu'il y avait un âge d'or, c'était l'époque des grandes civilisations de conscience, comme l'Hyperborée, l'Atlantide, la Lémurie, par exemple, où on dit que les hommes banquetaient avec les dieux. C'est-à-dire que l'homme avait un niveau de conscience assez élevé pour côtoyer ces grandes forces signifiantes qui abritent et qui habitent dans le monde du sens, dans le monde spirituel. Mais qu'au fil des millénaires, petit à petit, il y a eu comme un abaissement de la conscience, qui n'est pas une erreur, mais qui fait partie des cycles cosmiques des évolutions des civilisations. Donc ensuite, on est passé à l'âge d'argent. Et l'homme a eu besoin de structurer son rapport au divin. Pendant l'âge d'or, il avait besoin de rien pour être connecté au divin, pas de religion, pas de rituel, pas de méthode méditative compliquée. Il respirait le souffle des dieux naturellement. Mais à l'âge d'argent, il avait perdu un petit peu cette faculté directe, plus directe, de connecter à la conscience en lui et autour de lui. Et donc, on a commencé à structurer les choses pour pas qu'il oublie. Donc, c'était les premières religions. Alors, on parle par exemple de religions chamaniques, hein, qui sont les religions de la nature. Donc, on a commencé à élaborer des rites associés ben, aux époques, aux périodes de l'année. On fêtait les solstices, les équinoxes, les lunes, et des rites qui permettaient de reconnecter l'être humain
à son essentiel. Le rite étant non pas une fin en soi, mais un moyen, en fait, pour se retourner à l'intérieur, pour revenir en soi. Et puis on avance dans le temps comme ça et ensuite, les civilisations, se restructurent et on voit arriver les premiers empires, les premières grandes civilisations, qu'on appelle polythéistes, comme l'hindouisme, comme les Sumériens, les Égyptiens, les Celtes. Et là, on a une structure hiérarchique plus cadrée parce que, il y a besoin d'une organisation pour organiser la cité. Donc ces initiés qui, pendant les âges d'or, ben, étaient l'initiation. Il y avait même pas cette idée d'être initié, c'était l'état de conscience. Là, il a fallu organiser les choses. Donc on voyait bien que tous les peuples ne pouvaient pas comprendre tous les niveaux les plus profonds des mystères divins. Donc on a créé des religions structurées, qu'on a séparées en 2 parties. Ce qu'on peut appeler, la religion exotérique et la religion ésotérique. La religion exotérique, c'était, le culte extérieur pour structurer la vie des gens, pour structurer les psychismes, pour donner un sens avec un système de croyances, une mythologie, des rites. Et à l'intérieur, il y a eu la religion ésotérique, c'est-à-dire des collèges d'initiés, des écoles des mystères. Là, je parle de l'Égypte, par exemple, qu'on a appelé les mystères d'Osiris, où certains individus, choisis qui avaient les talents, les capacités déjà, latentes en eux et qui étaient durement testés avant de rentrer dans ces écoles, étaient responsables du dépôt ésotérique, de la compréhension du sens profond des choses. C'est-à-dire que pour le peuple, si je prends par exemple en Occident, les Grecs et les Égyptiens qui sont plus proches de nous, la notion des dieux était vue très littérale. On pensait, le paysan moyen de Grèce pensait vraiment qu'il y avait Zeus sur son nuage qui envoyait la foudre. Tandis que l'initié, lui, savait que c'était une analogie, c'était un symbole qui expliquait, quand on le décodait, avec les bonnes clés de décodage, des principes, cosmogoniques, c'est-à-dire qui élaborent le cosmos, et en même temps des principes qui sont dans l'homme. Parce qu'il y a ce principe fondamental qu'on retrouve dans toutes les traditions initiatiques, qui est l'identité entre le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme, c'est le grand univers, le macrocosmos, et le microcosme, c'est le petit univers qui est l'être humain. Et par loi d'analogie, qui est vraiment un principe qu'on retrouve dans les traditions, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que ce que l'on retrouve dans le corps humain, on le retrouve dans le cosmos et inversement. On pouvait, en comprenant comment était structuré le cosmos, donc par l'astrosophie, l'astrologie, hein, comprendre que ces dieux, qui étaient représentés sous forme anthropomorphique, étaient des principes qu'abritait la conscience humaine. Et que par diverses initiations, il était possible de contacter ces principes en soi et de révéler ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus vrai, pour reprendre les termes de Platon, hein, le beau, le bon, le vrai, ce qu'il y a au cœur de l'être humain. Il y a un adage aussi qui est intéressant, vous connaissez certainement Socrate. Socrate, un jour, il est à Delphes, en Grèce, et il va au temple d'Apollon. Apollon, qui est le grand dieu solaire, dieu de la beauté et de l'amour, au sens du soleil, du rayonnement. Et il voit marqué au-dessus du fronton du temple une phrase qui va marquer sa vie, qui était Ô homme,
connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ça, c'était le projet de toute sa vie, apprendre à connaître. Et c'est ce qu'on appelait en grec la gnosis, qui est la connaissance. Et il y a une différence entre connaissance et savoir d'un point de vue initiatique. On va dire qu'il y a trois niveaux, en fait, qui correspondent à trois types d'hommes, d'êtres humains, que différentes traditions ont mis en avant. On va dire qu'il y a le premier niveau de conscience qui est le croyant. Donc c'est une conscience qui a besoin de soutien, qui a besoin de structures externes pour maintenir un code éthique, un code moral, une certaine conduite. Et donc on enseignait à ces personnes-là tout un tas de systèmes de croyances qui étaient nécessaires pour structurer leur psychisme. La croyance étant une idée, un concept que l'on accepte comme réel sans l'avoir vérifié. Donc, on croit à cette chose-là, c'est une pensée qui va générer des émotions et des comportements. Ça, c'est la religion exotérique, populaire. Et puis ensuite, il y avait un autre niveau au-dessus du croyant qui était ce qu'on appelle le savant, c'est-à-dire celui qui commence à sortir un peu de la croyance pure et dure, qui commence un peu à la questionner et qui va s'intéresser à une compréhension plus intellectuelle de sa religion, de sa philosophie, et questionner les textes. Alors ici, on peut voir les prêtres, les théologiens, par exemple, et les philosophes. Et là, on est toujours dans le cadre d'une compréhension qui est externe. On n'est pas encore dans le cadre de l'initiation. L'initiation, c'est un début, hein, comme on fait initiation dans n'importe quel art, quel sport. C'est une mise en mouvement, un pied à l'étrier vers quelque chose. Et dans les écoles des mystères anciennes, il y avait différents degrés d'initiation correspondant au degré de maturité de l'individu. L'initiation, c'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup d'initiation, il y a tout quelque chose de très mystérieux autour de tout ça. Et c'est vrai que dans l'Antiquité, les impétrants, comme on les appelait, qui étaient, qui avaient le niveau pour vivre l'initiation, avaient le devoir de silence. Et même à certaines époques, ils étaient condamnés à mort s'ils révélaient ce qu'ils avaient vécu dans les écoles des mystères au commun. Hein, pour reprendre cette phrase évangélique qui dit ne jetez pas vos perles au pourceau et les choses saintes aux chiens, de peur qu'ils se retournent vers vous et ne vous dévorent. Parce qu'on savait très bien, et c'est encore valable aujourd'hui, même si c'est un peu différent, que si on révèle à un être qui n'a pas encore fait tout un chemin, certaines compréhensions qu'il ne peut pas métaboliser, donc intégrer, il y a deux solutions en général. C'est soit la personne est fortement déstructurée psychiquement et devient malade et peut aller juste même à la folie, soit il comprend de trop mais n'est pas prêt à l'intégrer et ne veut pas. Alors il peut se retourner vers l'initié et le maltraiter. Et dans l'histoire, combien d'initiés ont été jusqu'à être crucifiés. Donc, l'initiation, ça a toujours été comme ça. Ça a été caché parce que ici, on ne parle pas de savoir extérieur, ni d'une croyance extérieure, mais on parle de gnosis, de connaissance. Et la connaissance, connaître, c'est naître avec. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je lis, c'est pas quelque chose que je comprends avec ma tête, c'est pas quelque chose que je crois, c'est quelque chose que je vis. C'est quelque chose qui me traverse, qui me pénètre dans toutes mes structures et qui va infiltrer tous les tissus de mon être sur tous les plans. Et c'est ça qui va créer la métamorphose en réalité. C'est ça qui fait la différence entre le croyant, le savant et le connaissant
l'initié. C'est pas Il n'y a pas une notion d'orgueil particulier à être initié, c'est juste que cette âme était prête pour un niveau de compréhension du réel plus profond. Et les initiés devaient discrétion, devaient humilité, il y avait tout un tas de codes pour communiquer entre eux parce que c'était des données très puissantes, très puissantes. Alors, comme pour les civilisations, heu, il y a un début, il y a un apogée, il y a un déclin. Bah, pour ces écoles, c'était pareil aussi, hein. Il y a eu des fuites de certains secrets, il y a eu des déformations. Le pouvoir politique, parfois ne voyait pas toujours d'un bon œil, ces écoles cachées dans les montagnes ou dans les déserts, qui étaient un petit peu, apolitiques et qui trempaient pas dans le pouvoir, mais qui en même temps, éveillaient un peu trop parfois les consciences et pouvaient, déranger quelque part le pouvoir en place. C'est valable à toutes les époques, bien sûr. Et donc il y a eu des déviances, il y a eu des destructions, il y a eu des assassinats d'initiés. Et puis, il y a eu des périodes dans l'histoire où, ces initiés ne pouvaient plus, transmettre de manière officielle au sein d'une école extérieure que les gens pouvaient venir visiter parce que le pouvoir politique, était trop puissant et qui les pourchassait. Donc, il y a eu une période où ces écoles sont rentrées dans une forme d'occultation et ont continué à essaimer, mais en secret. C'était par bouche à oreille, c'était par parrainage et souvent des rassemblements, le soir dans certaines pièces avec certains codes pour entrer. Parce que c'était des données qu'il fallait transmettre à l'humanité et l'initié, quand il vit l'initiation, c'est une telle déflagration d'un côté, mais c'est une telle joie indicible, qui est vécue de l'autre, qu'il a le devoir d'âme de le transmettre aux générations futures pour que l'humanité poursuive son chemin dans l'univers et qu'elle monte de niveau de conscience en niveau de conscience. Ça, c'est voilà, c'est le petit topo pour un petit peu dépeindre pourquoi on parle de tradition, pourquoi on parle d'initiation, qu'est-ce que ça veut dire. J'espère ensuite, pendant vos questions-réponses, que on pourra rentrer dans une interaction. Alors, dans mon parcours, j'ai commencé à l'âge de 20 ans. J'en ai plus de 40 aujourd'hui et je suis venu à ça ou ça est venu à moi. On ne sait plus trop à un moment donné, à la suite d'une dépression profonde, même suicidaire, où, je voyais plus trop de chance à de chance et de sens à l'existence, où il y avait une amertume profonde, un désespoir sans fin et une tristesse indicible et souvent, quand on est à genoux, et peut-être dans vos expériences, vous avez vécu des moments comme ça dans vos vies, demandez, vous recevrez, c'est toujours valable. Alors je me souviens que, j'avais posé un ultimatum à la vie, hein, à l'univers, qui était: «Ben écoute, je me fais quelque chose ou je me fous en l'air, parce que là c'est trop, là je peux plus» et les choses sont venues en réalité par des symboles, par des synchronicités, par des rencontres. Et il y a eu, un moment, très profond, comme une sorte d'épiphanie, quoi. Une il y a eu un avant et un après. Il y a eu une initiation qui a été vécue, dans le subtil, qui m'a réveillé profondément dans toutes mes fibres et qui a réveillé le pourquoi de mon incarnation, qui dormait depuis 20 ans, depuis ma naissance, mais qui était toujours en filigrane quelque part, même pendant mon enfance. Avec certains questionnements que j'avais, certaines façons d'aller dans la nature, certains rêves, certaines entités que je voyais dans la maison, mais voilà, je savais pas trop quoi dire, que faire. Et pendant l'adolescence, avec une adolescence un peu rebelle,
Il y avait une souffrance, de vivre dans un monde où je sentais que certaines valeurs que je possédais en moi ne seraient peut-être pas, recueillies, vues, reconnues, à sa juste valeur. Et il a fallu, arriver à cet extrême de la souffrance qui est, le moment où on veut arrêter de vivre pour que quelque chose se réveille. C'était comme une première mort et une première renaissance. Et je me souviens de ce jour-là, c'était par un livre qui s'appelle le Tao Te Ching de Lao Tse. Peut-être certains connaissent, c'est un grand classique chinois de la tradition initiatique chinoise, le taoïsme. Et par tout un état de symboles, de circonstances qui m'ont fait arriver à une personne qui m'a dit de lire ce livre-là, en lisant ce livre, en lisant la première phrase de ce livre, qui est un tout petit livre avec des stances. Lao Tse n'a rien écrit de son vivant et on raconte que avant de mourir, il a traversé la muraille de Chine et il voulait mourir dans les montagnes, comme faisaient les sages à l'époque. Et il y a un gardien de la passe Nord qui l'a reconnu et il lui a dit: «Mais maître, vous allez où comme ça?» Et Lao Tse dit: «C'est terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais mourir tranquillement dans les montagnes». Et lui dit: «Mais maître, s'il vous plaît, laissez quelque chose au moins pour la postérité, pour les prochaines générations». Et il hésitait parce qu'il avait subi, toute la corruption du royaume et il voyait que finalement très peu d'humains étaient prêts à comprendre les choses profondes. Puis le garde a insisté et il lui a dicté le Tao Te Ching, juste avant d'aller mourir dans les montagnes. Et donc ces 72 stances, plus de 72 stances, des petits poèmes condensés avec, toute la vision chinoise très fleurie, très paradoxale. Et en lisant cette première phrase, cette première stance qui était: «La voie que l'on nomme n'est pas la voie». Et au moment où j'ai lu ça, tout mon corps s'est figé, s'est arrêté et il y a eu comme en tout cas je l'ai vécu comme ça, un sabre chinois qui est descendu du ciel et qui m'a coupé en 2 verticalement, comme un coup de jus, un coup d'électricité du sommet du crâne en bas. Et je me suis vu projeté sur mon lit. Et là, j'ai pleuré pendant 1 heure, jusqu'à m'éclater la cage thoracique, avoir des courbatures, tellement je vidais, je vidais. C'était comme si ce sabre, il avait coupé en 2 ce cœur qui était en plein de pus, de dépression, et que tout s'était déversé d'un seul coup. Et ensuite, après avoir pleuré, pleuré jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, j'ai relevé la tête comme si on me sortait la tête de l'eau en prenant un grand inspire. Et là, tout s'est réveillé. C'est comme si, en fait, je me ressouvenais de pourquoi j'étais là, du sens de tout ça, du sens de ma dépression, du sens de toute ma vie depuis ma naissance, tout ce qui a été vécu. Et là, il y a une soif sans fin de vérité, qui a jailli. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté finalement, H24, 7 jours sur 7, de cheminer, de tout lire, enfin pratiquement en matière de religion, de spiritualité, de philosophie et pas seulement lire, mais aussi aller rencontrer, ces gens, ces hommes, ces femmes qui ont été parfois des maîtres, qui ont été parfois des grands frères, des grandes sœurs. Et moi, j'étais tout petit d'âge là-dedans, à 20 ans. Et en même temps, je sentais les âges peser dans mon âme parce que finalement, beaucoup de choses que j'ai lues, c'était nouveau sans l'être. C'était comme une phase qui a duré longtemps quand même, de ressouvenance, mais qui allait très vite parce que je comprenais rapidement de quoi il était question. C'était comme s'il me fallait, récapituler tout ça.
récapituler, récapituler et pas seulement, être dans une direction, mais finalement, dans plein de directions à la fois. C'est-à-dire que je me laissais porter, bon, par les signes, les synchronicités, mais quand j'allais dans une tradition et que je commençais à la traverser et que je voyais où elle voulait en venir et que je vivais les expériences intérieures qu'elle proposait, quelque chose m'emmenait ailleurs, dans une autre contrée. Et il fallait que je fasse la même chose à chaque fois. Donc ça a pris du temps, peut-être par rapport à quelqu'un, qui serait dans une tradition, ou un chemin et qui bougerait pas. Mais c'était nécessaire pour moi d'avoir une vision intégrale, en fait. Une vision globale. C'est comme si, en fait, je récapitulais beaucoup de vies antérieures. Des vies en Chine, des vies au Pérou, des vies en Égypte, des vies en Grèce, des vies, dans toutes ces des contrées très profondes où il y avait ces initiations et il fallait que je récapitule ces initiations pour ensuite en faire une synthèse pour l'époque. Et donc ça a été la traversée. J'ai commencé par l'Orient, puisque le Tao Te Ching m'a ouvert. Donc j'ai eu un mentor, un grand frère qui était bouddhiste, Chan, c'est le bouddhisme chinois, qui était très proche du taoïsme et pendant longtemps, voilà, j'ai pratiqué le bouddhisme avec lui. Ensuite, j'ai rencontré par la vie a fait me rencontrer d'autres personnes dans les traditions de l'Inde, du Vedanta et petit à petit, de proche en proche, je suis revenu en Occident. J'ai revisité un petit peu mes héritages familiaux, la kabbale hébraïque, puis la kabbale hébraïque, je suis passé à l'hermétisme. L'hermétisme, ça vient de Hermès. Hermès, c'était le dieu messager des dieux chez les Grecs, qui était relié au dieu Thoth en Égypte. Et l'hermétisme, c'est une philosophie initiatique gréco-égyptienne qui a été remis au goût du jour à la Renaissance, qui parle de la tradition avec des symboles propres à l'Occident. Donc le fait d'avoir vu l'Orient, j'avais vu la pédagogie orientale et la vision du monde oriental et ses symboles et ses initiations, et je pouvais comprendre en fait comment l'Occident s'était structuré différemment. En réalité, on m'apprenait que les orientaux sont plus liés à l'élément air. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accent mis sur cette notion de vacuité, de vide. Il y a chez ces peuples une facilité à monter dans ces espaces euh, de rien où tout existe en réalité, hein. Le Bouddha en a bien parlé. Et en Occident, nous, on est un peu structuré différemment. On est structuré plus sur l'élément feu. Et on a besoin de se remplir pour se vider. C'est-à-dire que on a besoin de comprendre intellectuellement, d'accumuler beaucoup de savoir. Et ce savoir, à un moment donné, il est comme un combustible pour nous amener finalement au même niveau que l'oriental, mais avec une porte d'accès un peu différente. Donc l'hermétisme euh, met davantage l'accent sur l'alchimie, sur l'astrologie, sur toute cette symbolique planétaire qui est reliée à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le macrocosme et le microcosme. C'est-à-dire qu'en étudiant le thème de naissance d'une personne, on peut voir ses facilités, on peut voir ses défis. Et ensuite, l'astrologie a été une matière que j'ai étudiée parce que je me suis rendu compte que, comme disaient les anciens, c'était la science des sciences. Et les anciens plaçaient l'astrologie au même niveau que les mathématiques, pour dire. Et des civilisations entières, quand même, qui ont duré plus longtemps que certainement la nôtre, étaient construites sur l'astrologie, sur les directions, sur les quatre éléments et sur l'alchimie. Donc en comprenant tous ces éléments occidentaux, je pouvais voir un petit peu que la conscience, en fonction des aires géographiques, va prendre des tonalités différentes. Et qu'en réalité, tout ça, c'est un. Tout ça, c'est une même conscience qui se goûte, qui joue à prendre des visages différents. Et c'est ça aussi qui m'a toujours parlé dans mes profondeurs, c'est toujours ce retour au fond commun des choses.
que l'Orient m'avait bien fait comprendre parce qu'il y en a il y a l'Orient a gardé quand même historiquement un accès plus direct, alors que nous, politiquement, on a subi des altérations en termes initiatiques et c'était moins direct pour y aller. Eux, ils ont gardé une forme de stabilité qui ont permis qu'on dise plus clairement certaines choses sans trop les voiler. Donc cette idée que derrière, toute forme manifestée, voilà, vous, moi, on est des formes manifestées, il y a un fond commun. Et il y a cette belle image en Inde de l'océan et des vagues. En Inde, on dit que le divin, c'est un océan infini de toutes les qualités de l'éveil, l'amour, la clarté, la joie, et que chaque être humain est une vague. Et le problème de la vague, c'est quand elle se croit séparée de l'océan et séparée des autres vagues. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement l'ego. Et l'éveil ou la réalisation, ou peut-être certaines prises de conscience qu'on peut avoir furtivement dans nos vies, des moments de présence profonde, ce sont des espaces-temps qui s'ouvrent où la vague reprend conscience de sa nature océanique, qu'en réalité, elle est l'océan. Puisque si vous voyez une vague dans l'océan, ok, dans la forme c'est différent, mais au final c'est toujours H2O partout. Et donc, comprendre ça, comprendre qu'il est sous la forme, il y a ce fond, ça a été une quête pendant très longtemps. Parce que je voyais des divisions autour de moi, que ce soit par mes proches ou dans la société, des problèmes de religion, des problèmes de point de vue. Et que tout ça, ça prenait sa racine sur l'oubli de ce fond commun. Et que ces personnes-là n'avaient pas vécu certaines expériences qui leur permettent de faire la différence entre le fond et la forme, mais pas seulement sur le plan conceptuel. Donc il y a eu cette recherche, après certaines expériences qui me sont tombées dessus, bien sûr, qui étaient très profondes, comme une expérience de montée de Kundalini très violente, où oui, c'était une mort, quelque part, où j'ai fait l'expérience de la totalité. Et ce n'est qu'après un certain temps, puisque dans ce moment-là, il n'y avait pas de temps, où je me suis vu réidentifié dans la personne, avec toutes ses couches, toutes ses voiles. Mais l'éveil ne s'était pas fixé en moi. Mais j'avais eu comme un aperçu de quelque chose d'immense. Et donc j'avais quelque part une boussole pour me repérer. Ça avait comme laissé une empreinte dans le cœur. Et ensuite, j'ai dû travailler dans beaucoup d'axes pour essayer de le retrouver par moi-même. Mais cette expérience du fond commun est une expérience réelle. Et que quand on la goûte, ensuite, le retour dans la forme est totalement différent. Alors, il y a 2 écoles souvent, soit certaines personnes restent dans leur plénitude et n'ont pas le besoin d'agir dans le monde parce qu'ils voient la vanité de l'action, parce que quand on est dans cette présence-là, il y a perfection. Et puis il y a d'autres personnes qui ont l'élan d'incarner ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu dans ces expériences-là, et ça a été mon cas. Alors il m'a fallu retourner dans le monde de l'avant-plan, le monde de la forme, mais plus jamais j'ai pu me perdre parce que j'avais tout le temps cette expérience fondamentale qui avait gravé un ancrage sensoriel, somatique dans le corps. Donc ensuite, j'ai commencé à aller vers l'Amérique latine et à m'intéresser aux civilisations précolombiennes
Et il y a eu vraiment des très fortes reconnexions karmiques avec, avec les Incas, avec le Pérou, des voyages au Pérou, dans le chamanisme profond, avec ces personnes là-bas. Et c'était comme si j'étais à la maison. Je connaissais. C'était C'était une seconde nature du cœur. Et puis, il y a eu toute cette période plus ou moins longue de reconnexion avec eux. Et puis ensuite, un retour en Europe où revisiter un petit peu l'héritage des Celtes, des druides, de la magie païenne. Certains peut-être connaissent la Wicca et toutes ces traditions qui sont reliées à la grande tradition. Parce qu'on verra après, peut-être dans les questions, il y a un fond symbolique à tout ça. Et puis j'ai découvert, un enseignement qui m'a vraiment parlé, qui était, celui d'un grand sage de l'Inde qui s'appelait Sri Aurobindo, peut-être certains connaissent, qui était le premier pour moi à parler d'une approche intégrale du réel, par-delà toutes les divisions. C'est-à-dire qu'avant, ce fond commun, il était vécu, mais par des petits nombres de personnes très triées sur le volet. Et qu'aujourd'hui, il était temps, en fait, que cette conscience se propage à l'humanité tout entière. Et lui, ce qu'il a apporté de différent, selon moi, par rapport aux autres traditions du passé, c'était cette idée de mutation de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il partait du principe que les traditions anciennes ont permis, tant bien que mal, d'amener l'être humain à un certain niveau de conscience. Mais beaucoup de traditions, surtout peut-être en Orient, mais aussi on a ça dans les traditions monacales et autres, il y avait comme une fuite de la vie. C'est-à-dire qu'on voulait remonter à une source, ou à un paradis perdu, ou à un royaume originel, et finalement, le monde était délaissé, vu comme un monde chuté, un monde de matière irrémédiablement condamné à être ce qu'il est, pas plus. Et que le but du chemin spirituel était de s'éveiller pour sortir de cette illusion. Et lui disait qu'en réalité, son chemin commençait là où les autres chemins finissaient. C'est-à-dire qu'il fallait vivre l'éveil au sens ancien du terme, au sens bouddhique, ou l'illumination au sens occidental, pour ensuite faire descendre cette énergie, non pas seulement dans la matière en tant qu'aménagements sociaux, même si ça fait partie de tout ça, politique et autres, mais structurellement jusqu'à changer l'ADN, jusqu'à changer la structure matérielle pour faire muter l'espèce et l'amener à un autre état moins tragique, moins dramatique. Donc petit à petit, je me suis inscrit dans cette dynamique-là et eu beaucoup d'expériences avec ces énergies-là, du supramental dont il parlait. Et une synthèse s'est élaborée entre toutes mes expériences passées, toutes les traditions que j'ai traversées, même ma formation en tant que thérapeute, en tant que coach, l'astrologie et la Kabbale, la théurgique et la magie divine, la haute magie. Et tout ça, aujourd'hui, petit à petit, je l'ai structuré dans ce que je propose, voilà, dans mes accompagnements et dans ce que je donne aussi sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, voilà, mon travail, il est d'élargir à une vision intégrale du réel qui inclurait tous les plans de l'être. Et j'aimerais peut-être faire une petite distinction, vous aider à faire une petite distinction parce que souvent, j'ai observé que c'était pas souvent clair pour les gens. Alors, ce que je vais dire là, c'est propre à moi, mais c'est aussi le fruit de ce que j'ai lu des anciens. Il y a plusieurs niveaux d'initiation. C'est pas pour rien qu'on mettait des niveaux d'initiation. C'est un petit peu comme les grades dans les arts martiaux, les ceintures blanches, les ceintures jaunes, etc. Et ça,
c'est ce que j'ai observé dans mes accompagnements. C'est que les gens confondent en général bien sûr, hein, le domaine de la psychothérapie, le domaine du développement personnel, le domaine du travail sur les énergies subtiles et la spiritualité. Et dans mon approche, pour moi, c'est important de faire le distinguo entre ces 4 plans. C'est comme si vous imaginiez un cercle. Imaginez un cercle là, voilà, c'est le glyphe du soleil en astrologie, pour ceux qui connaissent. Donc un cercle avec un point au milieu. La périphérie du cercle, de mon point de vue, c'est ce qu'on peut appeler la thérapie ou la psychothérapie. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus extérieur, mais très important. Tout est important en fait, mais tout est important à sa juste place. La psychothérapie, sa fonction, c'est de guérir les blessures de la personnalité, des blessures souvent de l'enfance. Et il est très important, de mon point de vue, d'avoir visité ces blessures avant de pouvoir prétendre à quoi que ce soit en termes d'initiation. Parce que sinon, on n'est pas étanche. Et quand on va être au contact de forces et d'énergie très puissantes, on risque d'exploser. Et vous connaissez certainement Star Wars, et c'est une belle image, quelque part, ce vécu d'Anakin Skywalker, qui devait être l'élu, mais qui, à cause de cette blessure de l'enfance liée à sa mère, qu'il n'avait pas guérie, a dévié tout son pouvoir et tout son talent et est parti vers le côté obscur de la force. Et ce que George Lucas a mis en scène, il l'a lu dans des textes anciens, ça a toujours existé. Il y a toujours eu ce qu'on appelait les traîtres des mystères, mais qui étaient en réalité des âmes blessées et qui avaient grillé les étapes de l'initiation, mais qui avaient certains talents latents liés à d'autres vies antérieures, mais qui avaient été totalement déviés et qui créaient des cercles plus obscurs. Et donc il fallait ensuite les combattre. Mais pour vous dire, sans en arriver à ce niveau-là, à notre petit niveau, il est important de régler les problèmes papa-maman, les problèmes de l'enfance, parce que ça permet de d'étanchéifier la personnalité, ça permet de la rééquilibrer, ça permet de la rassembler, hein. La folie, c'est le démembrement psychique. Donc c'est quand il y a des parts de nous qui sont dans tous les sens, on n'arrive plus à trouver une unité. Et donc quand on est en souffrance psychique, et je le vois dans les accompagnements, on a besoin de se rassembler et donc de libérer les mémoires émotionnelles qui sont en nous et ensuite rassembler des morceaux d'âme, hein, ce que les chamans appellent le recouvrement d'âme, pour retrouver une unité dans la personnalité. Je parle de personnalité parce que la personnalité, j'aime pas le mot ego, j'utilise pas le mot ego parce que l'ego, ça fait coup de poing dans ta gueule, ça fait ennemi à abattre, alors qu'il n'y a pas d'ennemi. La personnalité, l'ego, c'est l'enfant en nous qui souffre, c'est tout. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on veut tuer un enfant qui souffre? Non. On veut l'écouter, on veut avoir de la tendresse envers lui et l'aider à qu'il aille mieux. Donc c'est pareil, la personnalité, il y a une personnalité de surface qui est la persona, le masque, qui est celle de nos blessures, celle qu'on va traiter en psychothérapie. Et une fois qu'on a commencé à checker ce cercle-là, je dis pas tout régler, mais au moins régler les nœuds qu'on connaît un petit peu, de toute manière. Alors là, on peut monter un petit peu au deuxième niveau. Le deuxième niveau, qu'on peut aussi faire en parallèle d'une psychothérapie, c'est ce que j'appelle le développement personnel. Ce que je fais dans le coaching, par exemple. Développement personnel, on développe la personnalité, c'est-à-dire qu'on développe ses talents.
vu qu'on a commencé à régler ces problématiques avec la psychothérapie et que qu'on continue un petit peu à travailler dessus, ben, on peut, par exemple, en étudiant le thème de naissance ou avec certains outils de critériologie de psyché, comme l'énéagramme, voir un petit peu quel talent on peut développer. Donc, on va développer ce qu'on appelle la personnalité terrestre. La personnalité qui veut réussir sa vie, qui veut apprendre à bien parler en public, à savoir dire non, à s'affirmer, à communiquer. Voilà, tous les thèmes du développement personnel. Et c'est très bien. Et c'est un étage. Mais là, on n'est pas dans la spiritualité encore, hein. On est dans le développement personnel. Et c'est très bien. Et une fois que cet étage, il a commencé un peu à être validé et voilà, on sait dire oui, on sait dire non, on sait se tenir droit, on a des projets, on est ancré dans la matière, voilà, socialement, on est intégré, ça va, c'est bien. Alors certains s'arrêtent là et pourquoi pas, c'était OK. Et puis d'autres, ça suffit pas. On sent, il y a toujours une insatisfaction. Ben, écoute, j'ai guéri mes blessures, c'est magnifique. Ma personnalité, elle s'est développée, je suis quelqu'un, mais en même temps, je sens toujours une insatisfaction. Alors, c'est là où on commence à rentrer, dans ce qu'on appelle les petits mystères. Les petits mystères, c'est ce que j'appelle le développement transpersonnel. Trans, au-delà et personne la personne. Alors, on va dire que le développement personnel traiter du moi inférieur, du moi terrestre, et le développement transpersonnel va parler du moi supérieur, du moi cosmique. Donc ici, on va retrouver toutes les approches progressives de l'initiation. Euh, alors, il y a le travail sur les énergies, il y a la bioénergie, il y a le reiki, il y a le travail avec les anges, le travail avec les symboles, la mythologie, l'astrologie, toutes ces voies symboliques qui nous propose différentes pratiques méditatives, de visualisation, de prière, de travail avec certains symboles, comme le tarot, qui sont des voies intermédiaires entre finalement le monde de l'incarnation et le monde spirituel en tant que tel. Donc ça, c'est encore un bout qui va prendre un certain temps pour acquérir certaines qualités qui nous permettent de fonctionner sur le plan cosmique. C'est le niveau du mage, ou du sorcier au sens noble du terme, ou du chaman, hein. Ils agissent au niveau de ce monde intermédiaire qui est le cosmos avec tous ses plans, toutes ces entités qui y vivent. Et là, voilà, certains peuvent s'arrêter là aussi. Et bon, bah, ça a sa place, et c'est leur vie. Mais moi, ça a été mon cas, et c'était pas suffisant. Parce que j'avais beau développer des capacités, sortir de mon corps, comprendre beaucoup de choses, travailler avec les énergies et c'était très beau et travailler avec les archanges et c'est magnifique. Mais en même temps, il y avait toujours cette insatisfaction. Il me manque quelque chose, il y a toujours un bout qui manque et c'est là où la spiritualité arrive. Parce que, pour entrer en spiritualité, il faut avoir vécu une mort initiatique, donc être mort de son vivant quelque part. Une mort et une renaissance, hein, au sens christique du terme même, hein. Par exemple, je vais prendre une image. Notez les questions, hein, parce que peut-être, il y aura besoin de clarifier si vous le souhaitez. Une essence qui a vécu d'autres vies décide de s'incarner. Elle choisit la matrice d'une femme pour s'y loger. Cette essence, imaginez-la comme une sphère de lumière qui possède en elle, en tant que carte mémoire, l'essence de toutes les potentialités qu'elle a développées de vie en vie. Et donc elle vient, elle descend dans une matrice de femme.
et là, elle est recouverte de matière, hein. Les cellules se développent et puis petit à petit, le fœtus se forme et elle est recouverte d'une première écorce de matière. Et puis ensuite, il y a le premier arrachement. Voilà, elle sort du ventre, elle meurt au ventre, donc elle meurt au ciel quelque part aussi, pour naître à la terre, pour naître à la vie extérieure. Et entre 0 et 7 ans, en général, elle va commencer à élaborer sa personnalité. C'est souvent là que le type de personnalité, pour ceux qui connaissent l'énéagramme par exemple, l'énéatype, on en parlera, se forme. Donc la personnalité. Et donc cette essence, elle va un peu oublier sa nature. Mais parfois, quand on est enfant, on a des moments où on vit des choses très profondes. Quand on joue, quand il y a une lumière ou quand il y a un coucher de soleil, il y a des moments où on retrouve quelque chose de profond, puis hop, ça se referme. Ben, l'enfant, s'il n'est pas dans un milieu qui favorise ça, il va se déformer d'une certaine manière pour s'adapter au monde des adultes, qui est parfois pas évident pour lui. Et il va s'identifier à cette persona, à ce corps physique et à cette personnalité qui a un nom et puis toute, une biographie. Et ensuite, il va grandir et puis peut-être à un moment donné, à l'arrivée à 20 ans, 25 ans, il y aura, un problème dans sa vie qui va l'amener, soit une dépression et hop, il va être sur un chemin initiatique, mais pour quelques-uns, c'est comme ça, mais pas pour tout le monde. Soit, ben, ça va l'amener dans le cabinet d'un psy et c'est très bien. Et là, il va y avoir une première faille dans la carapace de la personnalité. Alors, si le psy est ouvert à la dimension spirituelle, il va favoriser cette ouverture. Sinon, il va essayer de le refaire devenir normatif, parce que c'est leur rôle aussi que les individus puissent s'intégrer dans une société. Mais si c'est un thérapeute qui est ouvert à la dimension spirituelle, il va lui dire, écoute, euh, cette blessure, c'est quand même aussi une ouverture. Et comme on dit, il faut être fêlé pour faire passer la lumière. Donc, quelque part, nos blessures, c'est aussi des ouvertures sur quelque chose de plus profond que ce qui a été percé. Et donc, avec le travail sur les blessures, travail de thérapie, et petit à petit, l'être humain, il va se rendre compte que, ben, c'est vrai, il y a un avant-plan où il y a toutes ces pensées, ces émotions, ce corps avec son histoire, et puis il y a quelque chose à l'intérieur que j'arrive pas encore à sentir, mais qui observe par mes yeux, qui observe ces pensées, qui observe ces émotions. Et c'est encore une couche un peu plus profonde que cette personnalité. C'est ce qu'on appelle le moi supérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié au cosmos, qui, qui, qui a vécu de nombreuses vies, qui a de nombreuses mémoires. Et petit à petit, il se met sur un chemin, il rencontre des personnes, il partage dans des lives comme ça, par exemple. Et il lit certains livres, il fait certains stages. Et il y a des expériences de reconnexion avec quelque chose de plus profond en lui. Et petit à petit, à un moment donné, il, ch- il, il- comment dirais-je, il fait basculer son centre d'attention. C'est-à-dire que au début, il est identifié à son corps physique. Donc, il croit être la personne. Donc, il croit être cette personne qui souffre. Donc, cette personne qu'il croit qu'il est va en thérapie pour guérir. Très bien. Ensuite, cette personne qu'il croit qu'il est dans cette vie uniquement, elle veut développer ses talents. Donc, il identifie à cette personne qui développe ses talents terrestres. Et puis, une fois qu'il a passé tout ça, l'insatisfaction lui fait comprendre que, ok, oui, j'ai l'impression que je ne suis pas que ces blessures que j'ai guéries, je ne suis pas que ces talents terrestres que j'ai développés pour réussir ma vie matérielle, et qu'il y a autre chose de plus subtil. Donc là, il se connecte à son soi supérieur, à son moi supérieur, et il polarise son identité sur lui. Donc il est moins identifié à son moi terrestre, il est plus identifié à son moi céleste, qui lui permet d'avoir plus de recul sur son moi terrestre. Mais à un moment donné, quand on veut rentrer dans la spiritualité, il faut falloir même abandonner quelque part l'identification à son moi supérieur, à son moi cosmique, avec tous ses talents psychiques, énergétiques, pour entrer dans ce qu'on appelle cette mort initiatique, c'est-à-dire c'est la mort donc
à l'identification à toutes ces couches de l'incarnation. C'est-à-dire à ses blessures de l'enfance, à ses talents développés et à ses talents énergétiques, channeling, mage, chaman. Et alors, mais qu'est-ce que je suis dans tout ça? Si je ne suis pas que ça? Et alors, petit à petit, l'initiation va l'amener à ce retournement, à cette métanoïa, comme disaient les Grecs, hein, Yeshua, il disait le Christ, Yeshua, il disait teshuva en hébreu. En hébreu, teshuva, ça veut dire retourne-toi. Retourne-toi, il est tout près le royaume. Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas ailleurs, il est le royaume que tu cherches, il était pas dans les guérisons papa-maman, il n'était pas dans, apprendre à parler en public ou apprendre à dire non. Il n'était pas que dans les pouvoirs énergétiques et les entités que tu as contactées sur certains plans. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il est l'essence même de ce que tu es. Et retourne-toi pour remonter à la source d'où tout jaillit en toi. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une forme, on passe du développement personnel, puis du développement transpersonnel, à ce qu'on peut appeler le dépouillement personnel. Michael, C'est-à-dire, excuse-moi de te couper. oui, pardon, Excuse-moi, non, mais c'est tellement oui, dis-moi. intéressant et c'est tellement chargé d'informations, c'est tellement franchement, Peut-être trop, merci. Non, non, pas du tout, mais d'accord. Ah non, non, c'est super, complètement hypnotisé par ton histoire, par ton chemin, c'est vraiment très, très riche. Ah, tout d'abord, merci. bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir tous, oui, et tous merci les à tous les participants. participants. Tout à fait. Je voulais te poser une question, si ça te dérange pas. Oui. À quel moment tu t'es senti guéri? Parce que tu parles de moments très difficiles dans ta vie, au point en arriver à penser au plus glauque. Hmm. Comment tu as réussi et ça t'a pris combien de temps pour guérir? Juste et pour tous les participants, ceux qui souhaitent poser leurs questions, vous allez sur le chat, posez vos questions et on les lira, à Michael avec plaisir. Merci. Merci. Alors, je finis juste ce que j'ai développé là, parce que c'est important, mais je garde ta question et je la réponds juste après, si Bien c'est sûr, OK bien pour sûr. toi. Donc, je vais juste terminer sur ce, pour avoir un panorama global, comme ça je termine avec ça et ensuite on ouvre. Donc, le cheminement spirituel, quand on entre en spiritualité, il y a cette identification avec qui on a cru être dans l'incarnation. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas que Michael ou Julien ou Lily, que ça, c'est des rôles en fait qu'on incarne, que la conscience incarne dans le théâtre de la vie. Et donc, c'est ce recul qui fait comprendre qu'on ne fonctionne plus uniquement au niveau de la personnalité de surface, mais à quelque chose de beaucoup plus profond en nous, qui est relié à l'éternité, et donc qui n'est jamais né. Et n'étant jamais né, ne peut pas mourir. Et c'est là la libération de la mort. Le libéré vivant, celui qui est mort et qui est rené à son essence primordiale, il est l'avatar, si je puis dire, de cette éternité dans le temps. Et donc la spiritualité demande de se désidentifier de tout ce qu'on a traversé, mais tout ce qu'on a traversé va être réutilisé ensuite. C'est-à-dire que les guérisons qui ont été faites, les talents qui ont été développés, ça a structuré le psychisme au niveau des circuits neuronaux d'une certaine manière. Ça a créé des habitudes dans le quotidien, ça a créé des talents physiques, des talents émotionnels, des talents mentaux, intellectuels. Tout ça, c'est pas perdu, au contraire, ça va être réutilisé par la conscience, le divin, pour réaliser le propos de ce fourreau humain, de, de ce personnage à l'avant-plan qui est en fait une représentation de l'absolu dans le relatif. Et ultimement, l'éveil, c'est prendre conscience que en réalité, nous sommes tous l'océan. Et que au final, il n'y a que lui ou elle, peu importe. Mais en tout cas, il n'y a pas de genre à ce niveau-là. Il n'y a que cette conscience impersonnelle qui est la totalité de ce qui est le grand tout,
qui jouent à prendre des visages différents, qui jouent ici, là, à parler par ma bouche et à entendre par vos oreilles. Et c'est ça le propos de la spiritualité, c'est entrer dans cette dynamique où on va retourner à la maison du dedans, mais en fait, à un moment donné, on se rend compte que personne n'est retourné nulle part. Mais voilà, je vais arrêter là pour l'instant et je vais reprendre ta question, si tu veux bien. Bah, Lily est en train de poser la question justement par rapport à. Vas-y, Lily. Moi, j'avais une question complémentaire par rapport à la question de Lily. C'est est-ce qu'on peut, à un moment donné, dans l'expérience que tu expliques et ce cheminement initiatique, tu parlais comme très souvent d'un ennui, d'une sorte ouais, une sorte d'ennui. Est-ce qu'on arrive à un moment donné à pouvoir exister sur Terre en alliant notre incarnation, notre spiritualité, mais en n'ayant plus de manque quelconque, en fait, en étant reconnecté complètement à soi-même, en fait, dans l'instant ultime présent. Oui, oui, c'est heureusement que c'est possible. Sinon, tout ce que je dis sert à rien. Si tu veux, c'est non seulement possible, mais c'est le droit de naissance de chaque être humain. C'est le droit de naissance. C'est-à-dire que c'est déposé en nous depuis le début et c'est à nous de le redécouvrir. Et il y a des temps dans le cheminement où on va vivre des périodes où on va être plein, on va être gorgé d'énergie, on va être dans une plénitude et on peut être en haut de la montagne et il n'y a rien et on est parfait. Et puis il y a des moments où on va retomber parce que c'est des phases alchimiques particulières. Et puis petit à petit, il y a des époques, il y a des moments dans la maturité où quelque chose se stabilise un peu plus, où on a moins de grands highs et de grands downs. Et quelque part, ça se rééquilibre et on vit de plus en plus souvent des moments de ce que j'appelle des joies sans cause qui est pour moi la joie ultime, parce que toutes nos joies, elles sont causales, c'est-à-dire qu'elles sont dépendantes de causes extérieures. Je suis joyeux parce que on m'a dit ceci, ou je suis malheureux parce qu'on m'a dit cela. Donc il y a toujours une dépendance au monde extérieur. La joie sans cause, c'est la joie d'être. C'est-à-dire juste en étant assis là, ou même pas assis, ou juste en étant présent, il y a une joie qui s'infile dans tous les tissus, et il y a une plénitude qui fait qu'il n'y a aucun manque. Et ça, on est d'accord, c'est des états qui fluctuent hein, tout le long du cheminement initiatique jusqu'à l'initiation et jusqu'à l'éveil spirituel et après l'éveil spirituel, on est bien d'accord. Totalement, totalement. C'est jamais linéaire. Et même l'éveil dont on parle, c'est le début d'autre chose. Moi, ce que je te propose, Mickaël, je vais proposer à certaines personnes, s'ils veulent lever la main pour parler, s'ils ont carrément des Alors, attends, questions juste, à je vais poser. répondre à Lily quand même, la Alors, pauvre. d'accord. Allez. Merci. Quel gentleman. J'essaye. Donc, tu me demandais si, par rapport à la guérison, hein, En c'était fait, ça? en gros, tu parlais de la teshuva. Ça veut Oui, dire qu'en gros, tu es reparti en arrière pour nettoyer tout ton côté obscur que tu as vécu, c'est ça? oui, Parce que dans oui. le judaïsme, la teshuva, c'est surtout le retour sur soi-même pour effacer et surtout faire un cheminement sur soi-même pour tout effacer de ce qu'on a Voilà. vécu et ouvrir une nouvelle page. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est un tikkun, c'est une réparation. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps, ce processus? Parce que je pense que tu as Oh, dû. ça a mis des années. Des années. Ça a mis au moins 10 ans. C'est Ouais. bien déjà. C'est Au moins bien. 10 ans, et bon, c'est toujours à affiner. Tu vois, on affine les Jusqu'à la choses fin de nos jours. jusqu'à la fin de nos jours. Mais le Jusqu'au dernier gros, souffle, ouais. oui, voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on est posé. Mais oui, il y a eu 10 ans très intenses où je me suis donné à 100% aussi, où je me suis donné les moyens. Je passais d'un thérapeute à l'autre. Voilà, c'était vraiment intense. Parce qu'il Est-ce que fallait tu que je as le fasse. été, pardon, Oui. est-ce que tu as été intéressé par la franc-maçonnerie? C'est eux qui ont été intéressés par moi. Parce que tu as quand même une vision très maçonnique et une approche de la spiritualité, on va Oui, dire, très maçonnique. Voilà, je ne veux pas dire plus, je ne veux pas révéler plus, mais c'est très maçonnique et c'est philosophique. En fait, ta vision est beaucoup à l'approche de l'obédience humaniste. Je ne sais pas si tu connais. oui, 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 oui. Bah, alors, j'ai étudié la franc-maçonnerie. J'ai eu même un monsieur qui était franc-maçon qui m'a formé. Et
Mais la franc-maçonnerie, en fait, c'est une façon d'exprimer la tradition. C'est ça? Voilà, c'est une des initiations régulières, occidentales. Voilà, donc oui, c'est normal que tu vois un peu ça aussi dans ce que j'exprime, même si j'essaie d'être plus large que la franc-maçonnerie dans ce que je propose. Oui. Non, parce que la franc-maçonnerie est souvent vue comme diabolique, comme complotiste et il y a de quoi. Mais Mmh. les gens ne voient pas il y a une petite partie de cette, philosophie qui a été polluée par des mauvaises personnes, qui est très noble et elle mélange, tout ce qui est hermétisme, Totalement. tout tout ce que tu as exprimé est enveloppé. Il y a aussi les Rose-Croix, il y a aussi Oui, bien sûr. d'autres, je peux pas dire sectes, mais d'autres croyances parce que bon, D'autres il y a écoles, ouais. voilà, exactement, tu as trouvé le bon. Mais ton témoignage est très touchant et motivant pour, ceux qui perdent espoir. Franchement, bravo parce que c'est pas facile de surtout si tu l'as fait tout seul. Bah, j'ai eu des mentors quand même, hein. Ah! J'ai eu des grands frères, hein, et des grandes sœurs. Mais sinon, la plupart du temps, j'étais seul. Mais j'ai eu des gens quand même qui m'ont accompagné de temps en temps, par-ci par-là, qui m'ont aidé. Que même certains que j'ai même pas rencontrés physiquement ou on échangeait que par email, hein. L'énergie? Oui, et puis la présence, et puis bon, je pense que j'ai été aussi enseigné dans le subtil. Si je peux juste me permettre un petit ajout, vous parliez juste à l'instant là, de franc-maçonnerie. Effectivement, c'est illusoire de considérer ça de manière unipolaire et de considérer que c'est juste, entre guillemets, le camp de ceux du Nouvel Ordre mondial qui nous asservissent. Et par rapport justement à l'historique de la franc-maçonnerie, il y a un auteur que je recommande et que je trouve assez intéressant, c'est Oleg de Normandie, là, qui a une chaîne Pagan TV, qui en parle justement et qui explique que à la toute origine, la franc-maçonnerie, c'était des défenseurs et des garants de la tradition ancestrale qui ont tenté d'un maximum faire en sorte qu'elle soit transmise. D'ailleurs, dans maçonnerie, il y a maçon. C'est a priori, d'après lui, en tout cas, à eux qu'on doit toutes les grandes constructions qu'il y a eu, ou en tout cas, ils y ont participé. Et c'est Exactement. plus tard que ce mouvement d'origine de la tradition s'est retrouvé infiltré par des personnes qui n'avaient pas du tout cette volonté de transmission du savoir et qui l'ont infiltré dans le but, au contraire, de garder ce savoir secret, dans tous les sens du terme, et de se l'accaparer et de s'en servir pour dominer le monde, dominer l'humanité, quoi. C'est une organisation qui a été polluée et notamment par les Khazars aussi. À la base, la franc-maçonnerie, c'est ça, c'était des constructeurs et ils se transmettaient le savoir entre eux dans des loges. Donc, vu qu'ils étaient sans arrêt sur les routes en train de bouger. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gardé ce concept de loge et elle est devenue théorique dans les années 1700 et quelques. Et elle avait un but positif à la base et il y a eu une infiltration Illuminati qui s'est faite à la fin au milieu du 18e. D'ailleurs, le gouvernement bavarois à l'époque l'avait détecté. Donc, tous les gouvernements européens à l'époque n'avaient rien eu à foutre. Mais ouais, la franc-maçonnerie a été infiltrée et depuis, bah, elle est gangrenée jusqu'à la moelle, quoi. Mais à la base, c'est vrai que c'était pas forcément une secte négative. De ce que j'ai compris d'ailleurs, on peut faire le lien avec la révolution de 1789 qui avait été initiée par, entre guillemets, la bonne franc-maçonnerie et qui par la suite est tombée en plein dans l'époque où justement les infiltrés ont débarqué. À la base, la Révolution française n'avait pas pour but d'être sanglante en fait. Et ça a été par la suite transformé en quelque chose de sanglant. En fait, c'est les Illuminati qui ont, guidés par Adam Weishaupt, qui ont insufflé à la franc-maçonnerie cette nouvelle Europe, soi-disant. Et c'est parti de là, simplement. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Laurent à l'appareil. C'est un plaisir de t'écouter. J'aimerais revenir sur Anakin Skywalker. Oui. Tu pars du principe qu'il a basculé du côté obscur pour venger la mort de sa mère. C'est bien compris. Hein. La blessure du passé. Non, non, il a basculé du côté obscur parce qu'il n'a pas vu sa blessure. Donc, moi, je pense plutôt qu'il a basculé du côté obscur par amour. Pour rechercher en fait quelqu'un qui lui proposait de recréer sa femme qu'il avait perdue en fait. Alors, est-ce que c'était de l'amour? Hein. Je ne sais pas. Bon, après, il y a plein d'interprétations. En tout cas, moi, de mon point de vue, hein, je donne juste mon petit point de vue, c'était la vision qu'il a eue de la perte de sa femme
ça lui a réveillé la blessure de la perte de sa mère qui n'était pas réglée en lui. Et c'est ça qui l'a rendu fou et qui l'a amené Oui. par tous les moyens à basculer. Enfin, de mon point de vue, Et hein. qu'est-ce que tu penses de la chanson d'Ayam sur le côté obscur? Parce qu'il est quand même assez Ah bah, j'ai évident bien que le côté aimé. obscur est le bon côté, finalement. Bah, non, bah, je me souviens plus très bien de la chanson, mais à l'époque, ouais, je l'écoutais pas mal, ouais. Bah, le côté obscur, en fait, c'est quoi? C'est la dualité inhérente à l'existence. On parlait là des loges francs-maçonnes et des déviations. Ben, il y a toujours eu ça depuis la nuit des temps. Hem, c'est le bien, le mal, la nuit, le jour. Tout ça, c'est des polarités sont des forces qui existent dans l'univers et qui ont une nature aussi pour nous pousser à l'évolution à un certain endroit si on dépasse le dualisme de base. Donc le côté obscur, il a cet avantage infini sur la lumière, c'est qu'il peut être illuminé. Il peut recevoir la lumière. La lumière, elle est lumière, elle est pureté. Mais dans une voie initiatique, il y a un moment donné, il va falloir se confronter à son obscur en soi. Il va falloir se confronter à ce que Jung appelait la part d'ombre en nous. Et c'est parce que si on ne voit pas l'ombre en nous, on va la projeter sur le monde extérieur. Et on risque d'être manipulé par elle dans notre inconscient. Et c'est un petit peu ce qui lui est arrivé à un endroit, c'est Anakin. C'est qu'il n'a pas vu son ombre, ou il n'était pas conscient qu'elle le manipulait, que c'est sa blessure qui le manipulait, qui l'amenait à vivre des terreurs profondes. Et en plus, il avait ses talents latents en tant qu'élu. Grand pouvoir et grande blessure, ça fait de grands dégâts. Donc, l'idée, c'est ça. C'est Ouais. que il y a un temps pour aller voir ses blessures et pour les régler, parce que si on ne les règle pas, à un moment donné, si on acquiert des pouvoirs ou des aptitudes, ben on le voit avec nos hommes politiques, hein, qui ont des talents oratoires particuliers, ou des gens qui sont très intelligents, des sociopathes, ben, qui ont une blessure très profonde et qui utilisent ce talent génétique ou karmique ben, pour faire subir aux autres ce qu'eux, ils n'ont pas réglé en eux, en fait, en réalité. Donc c'est pour ça que c'est important, de mon point de vue, d'aller voir son ombre, de la traverser, de l'enlacer et ensuite de s'en libérer. Voilà. Ouais. Ok, moi, Mickaël, j'avais une question. En fait, c'est des sujets qui étaient abordés déjà avec beaucoup de personnes et j'aimerais, si possible, que tu puisses éclairer. Tu sais, souvent, alors on parle on parle de la Kabbale et on en parle sous différentes formes et on lui donne différents sens. Et j'entends souvent autour de moi, et ça a été des sujets de discussion dernièrement, où quand on parle de ce qui se passe actuellement, on parle d'élite et on parle même au-delà de l'élite, c'est-à-dire qu'on parle de c'est la cabale qui contrôle tout. Est-ce que tu pourrais, avec le savoir, l'expérience que tu as pu acquérir, euh, arriver à scinder toutes ces choses pour en donner déjà d'un point de vue étymologique, d'un point de vue historique, et l'amener jusqu'à la génération d'aujourd'hui, un point de vue actuel pour vraiment de mettre du sens à tout ça? Ah ok, je te remercie. Juste avant que tu répondes, Bah, c'est vrai que excuse-moi Mickaël, oui, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou lever la main. Comme ça, on pourra vous débloquer le micro. Voilà, tu peux y aller. ok, Merci. de rien. Donc, oui, bah, c'est vrai qu'en français, on a ce mot, une cabale, ça s'écrit C-A-B-A-L-E. Bah, vulgairement, c'est un complot, c'est une entente secrète entre des gens. Voilà, on a un mot comme ça qui s'appelle cabale, et je crois que même dans, dans ces sites où ça parle de ça, ces groupements sont écrits comme ça, C-A-B-A-L-E, une cabale. Donc, c'est un groupe secret. Donc, c'est vraiment à distinguer de la Kabbalah, qu'on écrit K-A-B-A-L-A-H, qui est en hébreu, qui veut dire réception, tradition, qui est la voie ésotérique du judaïsme, hein, qui est une des branches de la grande tradition initiatique. Voilà, ça c'est une tradition donc, qui aurait été reçue par Moïse, en partie par les Égyptiens et par les Chaldéens, parce que les Chaldéens étaient des grands mages, astrosophes, astrologues, et les Égyptiens, il y avait toutes ces écoles des mystères en Égypte. Il y aurait même une kabbale mère égyptienne, selon certains, et qu'ensuite il a adapté l'enseignement ésotérique au peuple dont il était le dirigeant et dont il avait la charge.
Et c'était bien sûr un enseignement caché, comme tous les enseignements ésotériques, où on étudiait l'Ancien Testament, mais non plus comme un livre d'histoire, mais comme comprenant que derrière chaque lettre, derrière chaque mot, il y a plusieurs niveaux de compréhension, niveaux de sens. C'est déjà ça. Et ensuite, il y a ce fameux arbre des séphirotes, hein, qui est l'arbre de vie, que certains connaissent, ben, qui est dans mon avatar, par exemple, pour ceux qui voient là. L'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, c'est une façon, c'est un modèle du monde spirituel. Il y a de très nombreux modèles du monde. Chaque tradition, culture a créé ses plans de conscience. Et donc, on va dire qu'ici, chaque séphirote est un monde en lui-même, qui est en même temps dans le macrocosme, donc dans le grand univers, et qui est en même temps dans le microcosme, comme le système des chakras, par exemple. Et donc, le but, c'est de remonter chaque sphère, qui sont liées à des planètes du système solaire. Donc, il y a un lien avec l'astrologie. Et en comprenant l'initiation de chaque sphère, donc la sphère de Saturne, la sphère de Mars, de Vénus, qui correspond à des fonctions psychiques et spirituelles en nous, quand on les a traversées, ensuite on accède à des niveaux de conscience supérieurs. Voilà, c'est un outil en fait parmi d'autres pour apprendre à se connaître. Comme quand on parlait du bien, du mal, du côté obscur, côté clair, les énergies en fait, elles sont fondamentalement neutres. C'est-à-dire, c'est comme un couteau. Un couteau, on peut tuer quelqu'un avec, ou découper un morceau de viande à un enfant pour qu'il se nourrisse. Ou autre chose, hein, si on est vegan, hein, désolé. Euh, c'est un outil, les énergies sont là. Ensuite, c'est l'intention qui compte. Est-ce que derrière, j'ai une intention bienveillante ou est-ce que j'ai une intention malveillante? Et pour tout, c'est pareil. Donc, dans l'ésotérisme, c'est pareil. Il y a des mages noirs, il y a des mages blancs, il y a des loges occultes négatives, il y a des loges occultes positives. Il y a toujours eu ça. Ça fait partie de la dualité inhérente à notre système solaire. Voilà, c'est comme cette lutte qu'on voit dans tous les romans, dans tous les mythes de Tolkien à Star Wars, entre le bien et le mal, quoi. En fait, ce sont des forces qui sont en nous et qui se coagulent dans le concret de la matière en fonction des époques, dans certains groupes, dans certaines personnes, et qui donnent certains résultats. Voilà. Mais la Et, Kabbale en elle-même, c'est un outil de connaissance de soi. ouais. Et Michael, par exemple, tu vois, quand on prend la méditation, Hmm. c'est quelque chose qu'on peut donc pratiquer, d'accord? C'est quelque chose d'initiatique et qui permet d'accéder à des états de conscience différents. Donc, on peut la pratiquer. Et si on devait, par exemple, prendre la Kabbale, de quelle manière on pourrait l'utiliser dans notre vie sur différents plans, un peu comme la méditation ou comme la prière ou comme d'autres choses, de quelle manière on pourrait l'utiliser et comment et pourquoi? Ah. Alors là, c'est un sujet. Euh, la Kabbale, il y a plusieurs degrés d'initiation, hein, entre un petit peu comme en maçonnerie finalement, hein. Il faut commencer par le début. Déjà, bien comprendre la théorie. Et la théorie, ça commence par comprendre comment fonctionnent les 4 éléments. Donc tout part de là, quelque part. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils fonctionnent et quel est leur résultat dans notre vie. Donc on peut méditer par exemple sur comprendre que l'élément feu, il est lié à la volonté, au courage, à l'expansion, donc tout ce qui est action. L'élément eau, c'est une force d'introspection, de sensibilité liée aux émotions, au côté yin et yang en fait, hein. Ça commence par ces deux polarités. Et puis ensuite, on sait que l'air, c'est un élément intermédiaire. Quand on met un peu d'eau sur le feu, ben, ça bout et il y a de la vapeur, ça fait de l'air. Et puis le réceptacle, c'est la terre. L'air, on dit que c'est lié aux pensées, à l'intellect, à l'inspiration. Et la terre, c'est tout ce qui est stabilité, ancrage. Donc déjà là, on a 4 éléments de méditation. Et ça peut être intéressant de voir aussi dans le thème natal de la personne, en fonction de son signe de naissance, euh, quel élément va être valorisé dans son thème. Et donc, si c'est un signe de feu, c'est un signe de terre, d'air ou d'eau. Et quel élément dans son thème manque un peu.
Et donc, s'il y a beaucoup de feu dans son thème, eh ben, on va travailler l'eau. Donc, on va travailler, faire des méditations liées au développement de capacités féminines, yin, c'est-à-dire de réceptivité, de sensibilité, d'empathie, d'ouverture, de douceur, de tendresse. Là, ça peut être des thèmes de méditation. Si quelqu'un est très air, très aérien, très intellectuel et pas beaucoup dans le concret, dans l'incarnation, on va travailler l'élémentaire. Alors là, il y a plein de techniques qui permettent justement de travailler l'ancrage, l'enracinement, etc. Voilà, ça c'est un début de travail. C'est les travaux préliminaires. Et puis ensuite, on va monter, c'est-à-dire qu'on va monter l'arbre de vie et chaque séphira est une initiation. Donc, il y a l'initiation de la Lune, qui est Yesod. Donc, il y a toute une initiation particulière où on travaille avec les énergies qui font partie de cette sphère-là. Donc, il y a des pratiques de théurgie, donc de magie cérémonielle, où on utilise des symboles pour travailler vers certaines énergies liées à cette sphère-là. Puis ensuite, une fois qu'on a compris cette sphère-là, on va monter petit à petit la sphère de Mercure, la sphère de Mars, du Soleil, Jupiter, Mars, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, qui sont les 3 pas d'initiation. Mais c'est important d'avoir une structure du moi qui est forte, donc de former sa personnalité avec les initiations mineures, pour ensuite pouvoir passer les 3 pas d'initiation, qui sont Uranus, Neptune et Pluton, et ça demande des méditations très différentes. Mais là, je ne peux pas parler en détail parce que ça demanderait beaucoup de temps. Je comprends et tu sais, je me suis, souvent intéressé à tout ce qui est saut, pentacle. Pour moi, c'est Oui. des choses qui me tiennent à cœur et comment tu peux expliquer que sur une médaille, par exemple, des symboles particuliers, écrits, associés, et organisés d'une certaine manière, pourraient avoir parce que ça reste quand même quelque chose de matériel qui est gravé, des symboles qui sont gravés sur de la matière, ça peut être du métal ou du bois. Comment ça pourrait avoir un impact énergétique, protectif ou autre sur nous dans notre corps physique, quoi. Oui, oui. Alors, tu sais, je parlais au tout début d'un principe hermétique qui est la loi d'analogie, qu'on retrouve dans la table d'émeraude, qui est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour ne faire qu'une seule chose. C'est la loi d'analogie. C'est un principe fondamental qui est que, par exemple, si je dessine le symbole du feu sur un bout de papier, voilà, le triangle pointe vers le haut, par exemple, l'énergie du feu est là. Et je peux travailler avec. C'est avec ce qu'on appelle les ondes de forme. Peut-être tu connais cette idée que le tracé en lui-même, certes, sur un plan physique, il n'apparaît être juste un tracé d'encre sur une feuille blanche, mais sur un plan peut-être même qu'on pourrait appeler quantique, hein, aujourd'hui en tant que champ d'information, il y a l'information liée à ce que représente ce symbole depuis des millénaires dans des poches énergétiques sur les plans subtils. Par exemple, si je fais le saut d'un archange, ce saut-là, il a été créé à un moment donné, par quelqu'un qui l'a soit capté, soit qui l'a élaboré en fonction de son cheminement. Ensuite, il a été répété, 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 puis transmis, et en fait a grandi autour de ce sceau-là, ce qu'on peut appeler un égrégore, hein, une forme d'entité collective dans le plan subtil qui a une certaine consistance, contenance, assez puissant ou pas. Et quand je dessine ce symbole-là, je me relie, c'est comme un login mot de passe en fait, tu vois, où je me relie à cette poche sur le plan subtil et je fais descendre cette énergie dans le symbole et le symbole va réagir sur mon aura. D'accord, donc tu considères ça, je l'ai bien compris, j'espère que tout le monde l'a bien compris. Et là, pour toutes les personnes qui se posent la question, voilà, si je porte un pentacle, est-ce que ça agit comme protecteur ou finalement stabilisateur? Alors, tout dépend. Il y a plusieurs façons de le faire. De base, l'étoile à 5 branches, le pentagramme avec la pointe vers le haut, hein, c'est le symbole de l'équilibre des 5 éléments, hein, dans l'être humain. Et en même temps, c'est un petit peu l'homme de Vitruve, hein, de Léonard de Vinci, hein, qui a les 2 jambes écartées et les bras sur les côtés. C'est l'étoile flamboyante, on appelle ça en maçonnerie. Donc, ça, c'est un symbole d'équilibrage, le pentagramme. Ça équilibre en nous notre structure élémentale.
parce qu'elle est souvent déséquilibrée par notre nature et par ce qu'on traverse. Ensuite, il y a des sceaux spécifiques liés à la protection, hein. Le pentacle, c'est pas vraiment une protection en lui-même. L'étoile à 5 branches, c'est plutôt un équilibreur de mon point de vue, hein. Il y a d'autres sceaux qui sont plus liés à la protection, comme les sceaux de Saturne ou les sceaux de Mars, qui sont plus des planètes protectives. C'est-à-dire que le sceau de Mars, c'est une planète combative, donc il y a cette idée de bouclier. Et Saturne, c'est la structure, c'est le cadre. Donc il y a aussi une notion de protection. Tandis que l'étoile à 5 branches, c'est plus, de mon point de vue, ou comment je l'ai utilisé à différentes époques, quelque chose qui m'équilibre. Ouais, parce que dans les sceaux, en fait, dans les sceaux qu'on a sur, par exemple, pour ceux qui connaissent les sceaux des 12 archanges, très souvent, en fait, on ne voit pas apparaître de pentagramme, mais plutôt des symboles, en fait. Alors, c'est des sigils. Ouais, et on prend par exemple, pour le sceau de Métatron, où là, par exemple, il y a encore d'autres formes géométriques sacrées très spécifiques, en fait. Voilà. Après, ça se base sur la géométrie sacrée, hein, sur la loi des nombres. Hein, les nombres sont des archétypes beaucoup plus essentiels que les symboles, en fait, parce que le monde est à la base posé sur les nombres. Hein, comme disait Platon devant son académie, il disait nul n'entre ici qui n'est géomètre. Donc ça veut dire que le grand architecte de l'univers, si on parle en termes maçonniques, c'est un architecte. Et donc un architecte, quand il construit une maison, tout est basé sur les nombres. Donc quand on comprend les nombres, on comprend aussi les grandes structures mégalithiques anciennes, que tout était basé sur le nombre d'or. Donc les nombres sont essentiels. Voilà. Une question, les sigils, c'est comme les runes, c'est ça? Non, alors, les runes, c'est un alphabet. Mhm. Et les sigils, en fait, c'est un tracé spécifique, si tu veux, qui est lié en fait au carré magique. Je ne sais pas si tu connais les carrés magiques, c'est un genre de carré avec des chiffres à l'intérieur. D'accord. Et chaque entité, si tu veux, elle est liée aussi à un nombre. Donc, on va, par exemple, si l'entité, elle est liée au nombre 642, et qu'on pose le carré magique d'une certaine manière avec les chiffres de 1 à 9, comme un clavier de téléphone, tu vois, on va tracer 642 avec un crayon, et ça va donner une certaine forme, tu vois, angulaire ou ligne droite ou carré. D'accord. Et on va mettre des points de repère à certains endroits, et ce sceau-là, ce sera le sceau de l'entité. C'est-à-dire que quand on veut travailler avec cette entité-là, on va dessiner son sigil, donc, et ensuite on va invoquer l'entité avec ses noms. Tu peux préciser pour tout le monde qui écoute, Michael, s'il te On plaît, quand sent- tu parles d'entité, de qui parles-tu en fait? Des amis du subtil. Les entités. Alors ça, c'est un long sujet. Il faudrait des émissions là-dessus. Mais on part du principe que dans l'initiation, il y a différents plans, différents mondes. Donc, il y a le plan physique. Voilà, nous, on est des entités du plan physique, vous et moi. Mais il y a d'autres plans plus subtils, comme le plan éthérique, qui est la contrepartie énergétique du plan physique. Il y a le plan qu'on appelle astral ou émotionnel. Puis il y a le plan mental, et puis ensuite les plans des causes, et d'autres plans de plus en plus subtils. Par exemple, si je prends l'arbre de vie, pour prendre ce modèle, chaque sphère possède un ange et un archange. Okay, il y a une hiérarchie qui supervise chaque sphère. Okay, par exemple, la sphère du soleil, l'archange qui supervise, c'est Michael. Donc lui, c'est l'entité, quelque part, qui supervise cette sphère-là. Et à l'intérieur de cette sphère du soleil, il y a toute une hiérarchie d'entités à des niveaux de gradation différentes qu'on peut invoquer et évoquer pour faire certains travaux magiques. Voilà, les entités, donc ce sont des grandes énergies qui sont conscientes et Donc autonomes. on peut appeler ça être de lumière, parce que comme tu disais que des êtres entités, nous on était des êtres, des entités humaines sur notre plan dimensionnel, mais ces entités dont tu parles, c'est des entités qui ont pu vivre par exemple des incarnations sur notre plan dimensionnel à nous de la Terre, ou c'est des êtres composés de lumière et d'énergie qui gravitent sur d'autres plans et qui n'ont pas eu besoin de venir arborer, on va dire, l'expérimentation terrestre ici. Alors il y a de tout. Tout ce que tu dis, tout existe. Et encore des tas de choses qu'on ignore encore.
Tout est énergie de toute manière. Même nous, notre corps de matière, c'est des atomes et l'atome, c'est de l'énergie. Donc, c'est juste qu'il est densifié, il est ramolli. Mais ces êtres-là, ils vibrent sur des fréquences plus hautes, donc on les voit comme en tant qu'êtres lumineux quand on les contacte ou quand on fait une sortie hors du corps et qu'on va sur ces plans-là. Tu vois? Donc oui, pourquoi pas ce terme être de lumière? Ça me va. Mais il y a tellement de mondes, il y a tellement de plans, de sous-plans, et qui sont remplis de vie, en fait. Tu vois? Donc, tout décrire là comme ça, c'est pas évident. Mais l'entité, pour moi, c'est ça. L'entité, c'est quelque chose qui n'est pas une émanation de ton subconscient ou de ton inconscient, qui n'est pas seulement un archétype, comme on peut dire, comme Jung l'a dit, alors que c'est très vrai à un endroit. Mais c'est quelque chose, quand on contacte les entités, c'est une force. C'est une force qu'on sent qui n'est pas liée à notre psychisme directement, qui a une forme d'autonomie. D'accord, donc on peut considérer avec ce que tu dis qu'une entité n'est pas forcément une conscience, une essence, une énergie qui a vécu l'expérience terrestre forcément, en fait. Non, non, c'est clair. D'accord. Ouais. Ok, c'était pour précision. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, vous pouvez appuyer sur le bouton du micro en fait en agitant un petit drapeau. Et si vous voulez intervenir, prendre la parole et poser des questions, je vous en prie, c'est le moment. Allez-y, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Bon, je vais commencer. Salut Michael. Les Salut. entités, les entités chez d'autres, par exemple chez les musulmans, entre autres, c'est les djinns? Alors, il y a les djinns, entre autres, hein. Il y a toute une hiérarchie aussi, hein. Il y a plein de noms en arabe pour définir aussi les anges et les archanges, hein, parce qu'ils ont aussi cette notion d'ange et d'archange, hein. Les djinns, c'est un certain type d'entité. Parce qu'on te dit que chez les djinns, il y a des bons et des mauvais. Voilà, voilà, il y a les djinns 501 aussi. Exactement. Ou 512. Ah, Björkio, franchement, Björkio, là, il a fait joli. Hein. J'ai pensé très fort à faire une blague et je dis c'est pas le soir, faut rester sérieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, parce qu'en fait, Michael, si tu veux, Björkio intervient et partage souvent avec nous dans les salons. Et c'est quelqu'un qui parle le langage des oiseaux. Oh. Et il intervient un peu, mais quand il intervient, il intervient avec plein de sagesse et plein d'humour. Donc, et ça m'étonnait qu'il n'ait pas sauté sur l'occasion depuis tout à l'heure. Et je trouve que tu l'as très bien fait avec l'exemple du jeans. Oui, oui. En fait, si tu veux, le truc, c'est que l'énergie, elle est neutre. Elle n'a pas de culture, elle n'a pas de religion. Donc ensuite, elle va s'habiller du corpus culturel. Par exemple, si je vais en Chine et que j'invoque les élémentaux de la terre, tu vois, ils vont m'apparaître avec habillés en chinois. Ils vont avoir des noms chinois. Et si je vais au Pérou et que je fais un rituel pour l'élémental de la terre, il va m'apparaître avec le décorum des Péruviens, des Incas. Tu vois, et pareil, si je vais en Arabie, il va prendre le décorum du psychisme de la personne qui contacte et puis du lieu où il est. Tu vois? Donc en fait, finalement, l'énergie, elle est polymorphe et les noms changent, c'est tout. Mais sinon, c'est toutes des entités qui ont certains talents et avec qui on peut travailler si on a le niveau pour travailler avec elles, parce que il faut un certain niveau pour faire de la magie évocatoire. La magie évocatoire, on ne fait pas ça pour s'amuser, parce que ça peut ouvrir des portes qu'on ne peut pas refermer. Donc, comment tu ferais pour te protéger, pour expliquer à tout le monde quand on veut, par exemple, s'adresser au monde invisible? Est-ce qu'il y a des protocoles ou des choses à faire pour se protéger, pour se préserver, justement? Parce que d'ailleurs, est-ce que c'est possible vraiment de se préserver? Comme c'est invisible, on ne peut le percevoir que d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'il y a un mode d'emploi, une notice, quelque chose de particulier à recommander, à conseiller? Déjà, d'être au clair avec ses propres failles. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que si tu as certaines failles et que tu ouvres certaines portes, il y a des entités, des fois, elles sont amorales, hein. Elles vont prendre de l'énergie là où il y a à prendre, parce qu'elles en ont besoin pour fonctionner. Donc, elles vont appuyer sur les failles. Et ça peut créer des débalancements psychiques. Tu vois?
Ouais, Donc, mais tu parlais tout à l'heure justement quand on arborait le Star Wars qui me parle beaucoup ouais. aussi. En fait, tu me parlais, c'est que la lumière est lumière, hein, et que Hmm. l'obscurité peut s'éclaircir. Hmm. Mais justement, est-ce que sur un plan entité, négativité, monde invisible, est-ce que justement, pour certaines personnes qui sont prédisposées ou certaines personnes qui vont dans leur vie peut-être passer par ce schéma de communication avec l'invisible, est-ce que c'est pas aussi une voie que de passer par, on va dire, ce côté négatif ou sombre, justement, pour pouvoir en comprendre d'autant mieux cette lumière et ce côté positif, en fait? Bien sûr, c'est important de se confronter à l'ombre. Après, il faut savoir, quelles sont nos capacités. Est-ce qu'on peut y arriver seul? Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné? C'est ça, il faut être au clair parce que des fois, on peut ouvrir des portes ombrageuses en nous et qui font remonter des choses qui nous mettent en vrac. Donc peut-être qu'on a besoin d'accompagnement ou d'une aide aussi dans ces moments-là. Mais pour ce qui est de la protection en elle-même, si tu parlais de protection, on sait qu'il y a les pierres qui protègent, par exemple. Il y a des pierres qui sont des pierres protectrices. On peut s'entourer de certains symboles qui nous parlent, qui représentent pour nous le divin ou quelque chose de lumineux. On peut invoquer le divin, on peut prier. Il y a beaucoup de manières de se protéger. Hmm. Et justement, si on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consulte pas de thérapeute, pas de personnes qui justement, sont capables de communiquer avec l'invisible, de pouvoir, exercer à travers leur énergie, leur magnétisme. Si par exemple demain on est touché par, cette chose négative, si on ne fait pas appel extérieurement à quelqu'un qui pourrait nous aider, heu, qu'est-ce qui se passe en fait? Je veux dire, est-ce qu'on pourrait continuer notre cheminement et notre vie sans recevoir cette aide, ou indéniablement dans cette quête et dans ce cheminement spirituel, on va justement avoir la nécessité individuelle et collective d'aller vers le prochain pour se faire aider, ou on pourrait ne pas en avoir besoin parce qu'on considère peut-être que les énergies supérieures qui nous protègent sont suffisantes à ce qu'on traverse et ce à quoi on va être confronté. Ben, tu sais, moi, je peux parler que pour moi. Ça dépend aussi de qu'est-ce que tu sens en toi, si tu sens vraiment une vraie force en toi pour y aller tout seul. Il y a des êtres qui ont ce potentiel, qui peuvent y aller seuls, et c'est OK, et c'est très bien. Moi, je l'ai fait longtemps, et puis à un moment donné, je me suis vu que j'avais aussi une limite. Seul, c'est bien, mais avec l'autre, je pouvais aller plus loin aussi, parce qu'il allait appuyer sur des zones que moi, je ne voyais peut-être pas. Tu vois? Parce on a aussi nos zones nos angles morts, tu vois? Et donc avoir quelqu'un qui est extérieur à nous et qui nous dit: «Tiens, là, regarde, là, regarde, là, regarde», ça fait gagner du temps aussi. Donc il y a plein de cas de figure possibles. Heu, Moi, j'ai proposé, voilà, une façon de faire qui a été utile pour moi et qui a fonctionné aussi avec les gens que j'accompagne. Maintenant, il y a plein de cas par cas. Donc on pourrait considérer en fait que le cheminement de chaque individu et de chaque être est exclusif et unique en fait. Bah, il y a un fil rouge quand même parce qu'on est tous des humains, on a une tête et 2 bras, 2 jambes. Donc il y a un fil rouge quand même qu'on va recourir. Il y a un processus qui est commun quand même dans les grandes lignes. Ensuite, la manière de parcourir ce processus, son rythme, c'est propre à chacun. J'ai le sentiment, dans tous les cas, que seul, on a un impact malgré tout limité. On peut aller très très vite, mais quand on est ensemble, je veux dire, quand on est au moins 2, 3, 4, ça crée un espèce de mastermind, une charge énergétique qui propulse une énergie dans l'univers, c'est incroyable. Mmh. Bien sûr, D'où la l'union force fait du la groupe. force. Totalement. Oui, oui, la force du groupe est importante. C'est un champ de force en fait, hein. C'est Là, là là, où on est. on en revient sur l'égrégore en fait. Voilà, c'est ça. Là, on a créé un égrégore tous ensemble ce soir. Donc, on est dedans et donc, moi, je le sens, on est bien là, tu vois, on est dans cet égrégore comme une bulle énergétique et on s'aide finalement tous ensemble. Mais l'égrégore, il est à double tranchant. C'est-à-dire Peux-tu que, voilà, pourrais-tu expliquer ce que c'est l'égrégore? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. ok. S'il te plaît. Ok, ok. L'égrégore, alors bon, c'est un terme un peu barbare, mais j'aime bien aussi ce nom d'entité collective, plutôt, c'est peut-être plus clair qu'égrégore. Un égrégore ou une entité collective,
c'est une association de plusieurs personnes qui sont reliées en esprit ou en conscience, qui partagent des valeurs communes. Par exemple, il y a l'égrégore, l'entité collective pour chaque religion. Hein, l'égrégore des musulmans, des chrétiens, des Tout à bouddhistes, fait. voilà. Donc chaque religion a son égrégore et tous les croyants qui sont liés au même credo, qui font les mêmes rites, qui font les mêmes prières, les mêmes symboles, nourrissent en fait par leurs énergies éthériques cet égrégore et en échange, cet égrégore les énergise. Donc l'égrégore, il est comme une forme de sphère de protection, mais en fait, quelque part, il a son autonomie. Et bon, ça, c'est aussi. Il y a une guerre aussi subtile de ces égrégores-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est très subtil parce que il y a une guerre de l'égrégore aussi qui est inconsciente, puisque quand on n'a pas cette conscience-là et quand on agit par inconscience, ça crée tout de même, puisque nos pensées sont énergies, sont envoyées dans l'univers, ça crée des énergies et pas tout le temps positives et en plus d'une manière inconsciente, quoi. Totalement, totalement. D'autant que quand on n'a pas une formation, je dirais, magique ou initiatique, euh, on n'arrive pas à sentir comment les égrégores nous influencent en nous. Et donc, on est baladé quelque part. Mais à un moment donné, quand on a assez de pratique, on peut sentir les égrégores, on peut sentir quand on rentre dans certains lieux qui sont liés à certains égrégores, et on peut même utiliser l'énergie des égrégores à notre avantage quand on sait le faire. Donc en fait, l'égrégore, c'est juste un champ de force, un grand réservoir d'énergie qui a une forme d'autonomie. Et comme tout être vivant, il veut survivre. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ce film, L'Histoire sans fin. Oui, tout à fait. Bon, moi, ça m'a marqué enfant. Hein. Exactement. Et il y avait à un moment donné, il disait que le monde des rêves meurt parce que plus personne n'y croit. On y croit, oui. Et ben, c'est pareil pour les égrégores. Il y a des égrégores qui sont épuisés, qui sont morts. Les égrégores de certains dieux de Papouasie, où il n'y a plus de tribus qui les prient, ils sont morts, ces égrégores-là. Et il y a des égrégores, par contre, qui sont encore très puissants. Et Michael, les égrégores luttent entre eux aussi, sur le plan subtil, pour survivre et pour absorber le plus de fidèles possible. Hein. Donc, si on retourne à la source, est-ce qu'on pourrait considérer maintenant qu'il y a deux égrégores fondamentaux dans l'univers et sur notre planète qui sont l'énergie positive, l'amour, et l'énergie négative, l'obscurité, et qu'en finalité, en découlent tous les autres égrégores par catégorie, par sectorisation, par hiérarchisation? Alors, je dirais pas que l'amour et l'obscurité, c'est des égrégores, c'est plutôt des principes. Mm. Dans le sens où, si je reprends une compréhension métaphysique simple, on va dire qu'il y a la source, le non manifesté, okay, ce qui existait avant le Big Bang. Okay. Ensuite, le non manifesté, il s'est manifesté, okay, il y a une unité. Et de cette unité est née la dualité. Les deux polarités fondamentales de l'univers, d'un point de vue métaphysique, c'est le yin et le yang en Chine, ou le feu et l'eau, okay, ou l'électricité et le magnétisme. Okay. Et de ça a été manifesté les éléments. Des éléments, alors dans le système de la Kabbale, on parle des séphirotes, on peut prendre le système des chakras, on peut prendre n'importe quel autre système, et ensuite de ça est né les 10 000 choses, c'est-à-dire tout le reste. Donc, le principe fondamental, c'est l'un. Okay, l'un donne le 2, puis le 3, le 4, le 5, jusqu'au 9, 10 et 10 séphirotes. Okay. Donc, ça, c'est un principe, l'unité. Et l'unité crée la dualité. Et donc, tout ça, tous ces égrégores-là, ils sont teintés de, si tu veux, tous ces principes-là, à des degrés, des quantités différentes en fonction de l'un et de l'autre. Donc, ce qu'on appelle l'obscur ou l'amour, bah, l'amour, c'est lié à Vénus, par exemple. Voilà, donc l'amour, c'est la sphère de Vénus. Mais il n'y a pas que l'amour dans la vie. Encore heureux, tu vois. Ouais, alors je vais le ramener à un monde matériel pour donner une image. En fait, c'est la manière d'alimenter ces égrégores sur notre planète et sous forme d'énergie qu'il soit. En fait, c'est comme un flux boursier non-stop, en fait. Oui, 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 c'est des échanges de bits de données, d'input, d'output, en permanence, en fait. C'est un peu comme dans Matrix, là, quand il y a cette vision de l'univers avec que des billes de lumière partout. Ben, en fait, c'est ça la réalité. Si je vois ma main et que je fais un zoom avec un microscope électronique très puissant, je vais finir à l'atome, hein,
Et puis, je suis constitué que de billes d'atomes, en fait. Et entre ces billes d'atomes, il y a du vide. Et le Bouddha, il y a 2500 ans, il a dit le vide est forme et la forme est vide. Et pour quelle raison dit-on que le vide n'est pas vide finalement? Le vide, il est plein d'autres choses. Mais ça, on peut que le goûter par l'expérience. Le Donc, mental conceptuel, il peut juste créer des théories, mais il ne pourra pas permettre de le vivre. est-ce que ce serait justement l'espace où a besoin de circuler les énergies? Voilà, c'est ça. Et en fait, finalement, c'est ce que peut appeler peut-être certains scientifiques la matière noire de l'univers, tu vois? D'accord, donc comme tu disais au départ, en fait, dans ta première approche et présentation, en fait, on est une sorte de, sur un plan quantique, une échelle réduite de l'univers en version humain. Ouais, c'est ça. On est des hologrammes, en fait. Synchronicité, Julien, quantique, matrice. Ça me rappelle aussi les conversations qu'on a eues aujourd'hui. Ouais, Et hier, ce matin, ouais, même. tu parlais aussi du libre arbitre, etc. C'est dingue l'époque dans laquelle on est. Hmm. Tu Michael, disais qu'aussi on a les limites du libre arbitre. Incroyable ça aussi. Quand tu parlais Moi, de j'ai ça. une question qui n'a rien à voir, hein. C'était dans ta présentation, tu as parlé de la Wicca. Mhm. La Wicca, ça m'intéressait et en fait, j'ai vu que c'était associé à la magie noire. Du coup, Ah j'ai pas envie non, d'aller là-dedans, donc voilà. Donc je me posais la non, question. non, la Wicca, c'est pas du tout de la magie noire. La Wicca, ça a été restauré dans les années 60, mais c'est une vieille tradition euh, des magiciennes, en fait, païennes, qu'on brûlait hein, dans les bûchers, hein, et qui n'étaient pas toutes des sorcières négatives. Hein. Il y a toujours eu des sorciers, des sorcières malveillantes, mais il y a aussi eu des guérisseuses, et toutes ces guérisseuses qui utilisaient les plantes, qui faisaient des rituels avec la lune, c'est une magie qui est très bénéfique. Au contraire, comme on dit tout à l'heure pour la Kabbale, hein, on peut utiliser la magie pour tout, hein, et n'importe quoi, c'est l'intention qui compte. C'est comme Ouais, le vaudou. Oui, c'est exactement. comme tout, ouais. Michael, Merci. Oui, Et j'avais une autre question, oui. mince que j'ai oublié. Ah, Ça va me revenir. voilà, je vais poser la certainement. mienne alors, si tu le permets, Rainbow Warrior, Oui, oui. Rainbow Lover, pardon. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une origine à tout ça? Avant la spiritualité, avant les énergies, avant les... Il y a bien quelque chose. L'être humain, à la base, il n'avait pas toute cette spiritualité. D'ailleurs, il était païen. Et il y en a même pour moi qui les a tous mis d'accord. Mais l'être humain de base, c'est d'abord pour moi un esclave. Il a été fabriqué en tant que tel. Et il le restera pour moi. Mais si on considère qu'on est 7 milliards sur Terre à peu près, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour changer le monde? Comme tu citais Moïse. Mais Moïse, quand il a vu, d'ailleurs s'il a existé, parce qu'on dit aussi que c'était Akhenaton, hein, Moïse, hein, on ne sait pas s'il a existé vraiment. Hein. Non, pareil pour le peuple hébreu, hein, je parle des constructeurs de pyramides. Moïse, il a dit, il faudra plus qu'un homme pour nous sortir de cette géhenne. Et j'aimerais avoir ton avis. Moi, je pense que l'humanité est finie. C'est-à-dire qu'on arrive à un point du temps où l'homme en tant que tel, et là je rejoins un certain transhumanisme, ne pourra pas évoluer, à part certains. Mais bon, pour évoluer, on a compris qu'il fallait de l'argent, parce qu'il fallait voyager, faire toutes les cultures pour atteindre une certaine sérénité. Ce que je reproche à Bouddha pour atteindre la plénitude, c'est qu'il a même prié sous un arbre pendant 60 ans. Il n'a pas dû avoir une vie très facile et très drôle quand même, hein, pour atteindre la plénitude. J'aimerais pas prier sous un arbre 60 ans pour être un être éveillé. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Michael, avec ta spiritualité et donc ton parcours? Moi, je sens la fin arriver. Je dirais plutôt que je suis plutôt assez apocalyptique, tu vois. Alors, il y D'accord. aura des sauvés, certainement, mais j'ai l'impression que là, l'humanité, je sais pas. Ok. Alors, Qu'est-ce que tu en juste penses, toi? pour que je sois plus clair. Michael, redonne de l'espoir, s'il te plaît. Ah ouais, vas-y, Michaela, parce que c'est une sacrée question Non, quand même, Laurent. On a, non, on a non, mais été créé moi, pour comme une non, expérience. mais merci hein, de soulever ça parce que je ne suis pas un optimiste et je suis pas un pessimiste. J'essaie d'être réaliste. Je pense qu'il y a deux obstacles, c'est l'optimisme et le pessimisme. En réalité, le but de la spiritualité, c'est de voir le réel tel qu'il est et pas de mettre une patine de lumière pour pas voir l'ombre. L'ombre existe, il y a des choses qui sont difficiles dans le monde. Nous, on est des privilégiés de pouvoir parler comme ça librement, quand même, et d'avoir tout ce qu'il faut pour pas manquer.
Donc, c'est sûr qu'on peut, d'un certain point de vue, se dire, ben voilà, que c'est terminé. Et peut-être c'est terminé, je sais pas. Mais je pense qu'à beaucoup d'époques, on s'est dit ça, hein, à beaucoup d'époques, à beaucoup de cultures, il y a eu des moments où on s'est dit: «C'est terminé». Je pense que c'est lié à toute fin de civilisation. Je pense qu'à la fin de l'Empire romain, ils ont dû se dire, «L'humanité, c'est terminé», je pense qu'en l'an 999, aussi. Je pense qu'à la fin de l'Empire égyptien, ils ont dû dire: «L'humanité est terminée» et pourtant, ça a continué. Il y a une forme de résilience, quand même chez l'humain qui fait qu'il peut se remettre des plus grands traumas. Par exemple, les gens qui ont vécu des abominations de certains génocides, de certaines tortures, qui ont réussi à s'en remettre et puis créer du beau quand même dans leur vie. Pas tous, c'est vrai, mais certains. Donc moi, je suis pas accroché à l'humanité plus que ça. Hem, je fais ce que j'ai à faire dans cet espace-temps, qui m'est donné et puis ensuite, il y a des choses qui sont pas en mon pouvoir, mais si je donne mon maximum parce qu'aussi ça me donne de la joie et puis après on verra bien. Tu vois? C'est pas des questions qui m'obsèdent de savoir si c'est fini ou pas, parce que j'essaie de vivre dans cet instant présent et dans cet instant présent, il y a pas de début, il y a pas de fin. En réalité, on verra bien, tu vois? Je sais pas si Oui, ça bien te sûr. répond? Ben, ça me répond, mais oui, je suis pas un pessimiste, je suis plutôt réaliste, hein. Si Ouais, on prend les cycles de la Terre, il y a eu 6 insections de la vie ouais, sur Terre, quasiment à ouais. 99%. Donc c'est là, c'est climatique, c'est voilà. Et là, on a l'impression que à la fois, il y a quelque chose qui se joue sur le plan social Ouais. et à la fois sur le plan climatique. Mmh. On s'en aperçoit, les Mmh. chanfreiniens qui bon voilà. Donc, Ouais, je sais pas trop, on ne sait pas trop où se situer en fait. On se dit, est-ce qu'on ouais. va pouvoir, voilà, c'est compliqué, mais bon, c'est vrai qu'il faut être positif, j'avoue. Bah, c'est un choix. Après, tu vois, moi, je pense que chaque extinction, ou chaque crise est aussi une crise évolutive. C'est-à-dire que forcément, l'univers, il a un programme évolutif quand même. Il amène vers plus de complexité. Il y a une direction quand même. De la bactérie à nous, il y a tout un monde de complexification. Donc, quelque part, peut-être qu'on peut voir les choses sous l'angle que ce qui est en train de nous quitter aujourd'hui, la crise qu'on subit, c'est pas seulement une crise sociale, économique, religieuse, que tu veux, c'est plutôt une crise de conscience qui nous pousse à évoluer à un niveau de conscience supérieur, à muter en tant qu'espèce. Sinon, certainement qu'on disparaîtra, peut-être comme d'autres espèces ont disparu. Tu vois, c'est pas grave, hein. La nature, elle continuera ici ou ailleurs, d'une manière ou d'une autre, avec d'autres formes de vie. Mais Tout nous, à fait. Oui, oui, absolument, je suis on est une d'accord. expérimentation du vivant, en fait. On n'a pas été créé pour être des esclaves, on a été créé Merci. comme une De expérience rien. pour se sortir de l'esclavage qu'on s'est créé nous-mêmes, tout simplement. Ça dépend de quel point de vue de l'histoire tu te places. Si tu te places dans le point de vue que l'être humain il a été génétiquement modifié pour servir d'esclave à ceux qui l'ont créé, oui, j'ai raison, c'est un esclave. Maintenant, si tu te... Voilà, je sais pas trop, là, on n'y était pas pour savoir, là. En fait, il y a eu énormément de manipulations génétiques. Il y a tellement de groupes qui sont intervenus avec des agendas tellement différents les uns des autres. Donc, ouais, bah, ça fait quelques. Je suis d'accord, et c'est pour ça que je conseille aux gens de venir à Rennes-le-Château, là où j'habite, à 20 km, parce qu'il y a beaucoup d'indices, alors et chacun avec sa propre spiritualité et ses propres connaissances peuvent y trouver une source. Quand tu vois par exemple la statue de Marie-Madeleine avec en dessous la croix remplie d'écailles, et que sur l'autre versant du socle tu vois le brin d'ADN, alors qu'il y en avait un brin, on en a rajouté deux, on se pose pas mal de questions quand même sur qui on est, et voilà. Bien sûr. On a, en tout, on a 90% de notre ADN qui est non codant, qui est en veille, avec des facultés extrêmement supérieures. Notre cerveau ne fonctionne qu'à 10% de ses capacités, donc il y a, tout le monde a les moyens d'être médium ou d'avoir des facultés absolument inimaginables. Il Ouais, suffit juste de travailler, oui. ouais, de travailler, bien Ouais, sûr. et j'aimerais revenir sur un point dont Mickaël parlait tout à l'heure, et c'est un point que j'aborde souvent. Et c'est vrai que quand on parle de quantique, du corps humain, de la conscience, en fait, j'associe souvent ça à une forme de logiciel, en fait, sur différents plans. Et ce que tu disais ça, Mickaël, tout à l'heure, en fait, c'est que notre corps physique et biologique est composé de cellules, d'atomes et d'un génome, donc de notre ADN, de notre patrimoine.
et que celui-ci, en même temps que notre conscience et énergie, on va dire, fait un cheminement d'évolution, c'est important de comprendre aussi que notre ADN, aussi fait un cheminement d'évolution, en fait. C'est-à-dire qu'on se demande souvent pourquoi, il y a des changements aussi forts en nous. C'est-à-dire pendant des périodes de vie, on passe par moments par des caps ou par des cycles et on va venir changer nos habitudes, nos manières de manger, nos manières de penser, mais c'est vraiment quelquefois très, très fort. On peut passer d'un tout à son extrême et c'est important aussi de signifier que ce changement, quand on parle du spirituel, il se positionne sur un plan, physique et biologique, parce qu'on est un temple, on doit l'entretenir, mais également, je pense, et c'est ma vision, que notre ADN est une séquence quantique, informatique qui, elle aussi, évolue avec notre propre évolution globale, en fait. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, de toute manière, on sait par exemple, grâce à une science comme l'épigénétique, que c'est l'environnement et influence aussi l'ADN. Longtemps, on a cru que on naissait avec un patrimoine génétique et il était figé. En réalité, ce qu'on vit, nos expériences de vie, l'entourage qu'on a, les lives qu'on peut faire, par Nos exemple, émotions et nos tout. émotions, tout ça, va faire muter l'ADN, va changer les informations, encoder différemment, notre structure ADN. Donc imaginez, donc déjà ça joue beaucoup sur la structure de l'ADN, mais ensuite quand on contacte des sphères d'énergie très, très subtiles, elles vont s'infuser dans la structure et les pouvoirs peut-être qui peuvent se développer comme la télépathie, la clairvoyance et cetera, c'est les transformations dans le génome aussi qui permettent à la structure physique, je dirais le hardware, qui est, le fourreau biologique, d'être reprogrammé par un software, un logiciel, comme tu disais Julien, et ensuite de muter. Donc certainement que peut-être les gens qui se nourrissent de prana aujourd'hui, peut-être vous connaissez ces gens-là, moi je connais des personnes qui se nourrissent de prana, peut-être que c'est des facultés qui existaient depuis des millénaires, mais qui étaient reliées à des yogis en haut de leur montagne, qui avaient une ascèse très rude. Mais aujourd'hui, les énergies qui ont été descendues par certains maîtres aussi dans l'atmosphère de la Terre permettent aussi un éveil plus global et le développement de ces facultés à un nombre plus important. On sait qu'aujourd'hui, il y a 20 000 personnes dans le monde qui sont praniques, donc qui ne s'alimentent plus physiquement. Donc ça, c'est quand même une preuve de l'évolution biologique de l'humanité aussi vers d'autres capacités à venir peut-être. En fait, comme le dit Kevin Trudeau dans tout ce qui est, dans tout ce qui est quand il dit dans cette guerre spirituelle, c'est-à-dire que on peut parler de tous ces sujets, mais la phrase qu'il faudrait retenir, c'est que l'élite autoproclamée ne veut pas que l'on sache qu'on a le pouvoir d'élever la vibration de notre ADN par la pensée, par nos émotions Mm. de c'est la finalité de toute cette guerre spirituelle. Totalement. Pour nous aider. Totalement. Je veux dire, les personnes qu'on appelle bon, les élites, c'est des gens qui sont aussi initiés quelque part, dans la plupart, donc Bah, totalement. qui connaissent, voilà, qui connaissent que dont on parle aujourd'hui, hein. Bon, et puis donc, c'est pas dans leur intérêt qu'il y en ait plus, quoi. Ils veulent garder leur petite vie. C'est pour ça qu'aussi, je recommande souvent d'écouter les audios de Kevin Trudeau parce c'est un ancien de l'élite. Mm. Il a une dizaine d'années de tôle et j'en parle souvent parce qu'il avait écrit un Ah, il bouquin. est sorti de prison finalement. Il est sorti de prison ouais, au bout de 8 ans. En fait, il est en tôle parce qu'il a écrit un livre sur comment perdre du poids naturellement. Donc, lobby pharmaceutique, toi-même, tu sais. Voilà. Ah, c'était ça. Ça a été un best-seller. Il a pris 10 ans de tôle pour allégation médicale, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Mm. Il nous fait comprendre comment pense l'élite. Donc, dans tous les réseaux de francs-maçons, parce que c'est un ancien franc-maçon de 33e degré, Mm. du rite écossais ancien et accepté, enfin un Ouais. ancien initiatique, tout ce que tu veux, il dit ces gens-là qui, par exemple, dès qu'il leur arrive un problème, le moindre petit problème, ils font une rétrospective d'eux-mêmes et ils disent qu'est-ce que j'ai vibré ces derniers jours. Tout à fait. Que des choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut que nous aussi on pense pour en faire par contre un agenda positif. Totalement. Et puis, je me souviens à une époque, il y a longtemps, j'avais écouté quelque chose de lui où il disait que tout le monde veut que vous soyez des victimes, en fait. C'est-à-dire que donc si vous dites ben, c'est la faute à ceci, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux élites, vous abaissez votre fréquence
et en réalité, vous enlevez le pouvoir qu'en réalité, si ces personnes, elles sont là, c'est parce que c'est lié aussi à votre impuissance. C'est pas seulement à cause d'eux, ils sont là, eux, ils ont pris la place. Ouais. Et en plus de ça, nous, faut regarder au quotidien, on est tellement désensibilisés, toute cette stimulation, 15 000 spots publicitaires par jour, la Ouais. pollution, les bruits, les sonorisations sans cesse. L'hyperstimulation fait que on perd notre connexion à la source et on a la capacité de la retrouver avec, Bien on sûr. parlait au début, le Tao par exemple. Hmm. Le Tao, c'est un excellent moyen de se reconnecter à la création. Totalement. Et après, il y a des aménagements de base à faire. C'est-à-dire, si votre corps, vous sentez pas bien dans votre corps, ça va être compliqué. Les Amérindiens, ils disent, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Déjà, je pense que le fondamental, c'est l'alimentation. Déjà, avoir une bonne alimentation, qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'il y a beaucoup de pesticides, de choses transformées qui vont aussi agir sur l'ADN et notre système hormonal et notre système nerveux. Donc, déjà, si on peut faire un travail sur l'alimentation, sur la qualité de sommeil, sur l'activité physique, on va reprendre de l'énergie et du pouvoir de décision. Et ensuite, une fois que le corps il a commencé à s'améliorer, on a fait des petites détox, des jeûnes, peut-être manger un peu plus sain, bio, équilibré en tout cas. Là, on va commencer à travailler sur nos émotions et puis sur nos pensées et puis on va commencer à monter. Mais déjà, on dit souvent que pour aller très loin, il faut commencer très près. Et très près, c'est déjà voir où on en est avec notre corps physique. Donc, Et juste pour ajouter sur l'alimentation, tu as bien raison, parce que regarde, aujourd'hui, le plus pauvre va acheter la nourriture la plus pourrie. C'est parce que c'est Ouais. la moins chère, alors que c'est la plus chimique à la base. Total. Et le naturel, aujourd'hui, est devenu plus cher parce qu'ils veulent que les gens gardent cette vibration. Ils se détruisent entre eux, et surtout avec la nourriture. Tu as bien raison sur ça. Ah oui, oui, totalement. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu, il y avait un documentaire qui s'appelle Super Size Me. C'est un type, pendant un mois, il a mangé que du McDo pour faire Ah une oui, j'ai vu expérience. ça, quelle Ouais, horreur. je l'ai vu aussi. Ouais. J'ai eu mal pour lui. À un moment donné, il est dans un quartier à New York, et puis il y a des jeunes noirs qui sont là, de 15-16 ans, et qui leur dit, vous allez où? Ben là, on va au McDonald's et tout. Et pour eux, c'est une victoire, c'est une panacée d'aller au McDonald's parce que c'est une joie dans leur vie. Et donc, quelque part, moi, quand j'ai vu ça, je dis, waouh, ils sont contents d'aller s'autodétruire, en fait. Mais ils ne le savent pas. Et non, on leur a mis ça. Mais il y a 3 ingrédients qui sont les plus nocifs pour l'humanité. Enfin, c'est au fur et à mesure de mes recherches que j'ai découvert ça. Bon, le premier, c'est le sirop de maïs riche en fructose. Voilà, ouais. Sirop de maïs riche en fructose. Kevin Trudeau, d'ailleurs, qui l'a dit. On trouve ça dans tous les fast-foods. Ouais. Énorme saloperie. Puis ensuite, le sucre raffiné. À la base, betterave, puis au fur et à mesure, le sucre raffiné qui cause tant de diabète, tant de maladies cardiovasculaires. Puis la farine blanche. La farine blanche aussi, ça, c'est extrêmement mauvais. Parce que c'est bombardé de pesticides. Puis c'est comme si on mangeait du carton, quoi. Nutritionnellement, ça n'apporte strictement rien. Ah oui. Tout ce qui est vendu à bas prix sont ceux qui causent la perte de l'humanité actuellement sur tous les plans. Et en fait, c'est vrai ce que tu dis, Angèle, et c'est vrai aussi ce que disait Mickaël tout à l'heure, parce que si on pourrait même se dire en fait que s'alimenter d'une mauvaise manière pour notre temple et notre corps, moi je l'apparenterais à du suicide à long terme en fait. Ouais. Mais c'est alimenter, justement, c'est alimenter la société, les élites, parce que c'est pas les nôtres, les élites poussent les gens à manger cette malbouffe, justement, on alimente ce côté mauvais que l'humanité s'est habituée. Parce qu'aujourd'hui, quand tu disais les gamins étaient contents d'aller au McDo parce que c'est wow, c'est vrai, on a tous ce péché mignon de temps en temps de dire allez tiens un petit hamburger ou machin. Mais il faut qu'on repart à zéro. Et tant que l'éducation de nos enfants est maintenue par ces lobbies et par ces élites, malheureusement, l'humanité ne pourra pas se redresser parce qu'ils ont compris que tout vient des enfants. Et ils les bombardent de... Pardon ? Excuse-moi, je t'ai interrompu, pardon. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais parce que, en plus, ils font d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que les gens mangent très mal, donc du coup, leur santé va mal, et en plus, ils font des bénéfices là-dessus. Donc, les gens donnent leur argent pour détruire leur santé, quoi. Donc, c'est ça qu'il y a toute une éducation à revoir par rapport à ça, et je crois même que Socrate ou Platon disaient ta santé passe par ton alimentation, et c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais.
Hippocrate Ah, disait oui, que ton aliment soit ton médicament. Voilà. Et c'est quand même marrant, c'est que Hippocrate, il est à la base des médecins, et les médecins, quand ils sont médecins, ils font le serment d'Hippocrate, enfin, pardon, serment d'Hippocrate, exactement. et par contre, ils sont sponsorisés par tous les lobbies pour empoisonner les gens. Donc, alors qu'à la base, c'est l'alimentation qui est à la base. C'est pour ça que le vrai médecin, pour moi, c'est plus un naturopathe à la limite, quoi. Ouais, totalement. Mais la semaine du goût à l'école, regarde, enfin, c'est les lobbies qui se servent des écoles pour inciter les enfants, justement, les initier à leur saloperie. Oui. Du goût, qu'est-ce que tu as à la semaine du goût à l'école? Moi, je me rappelle, c'était coca, confiture industrielle, veux-tu en voilà. Les produits laitiers, bien sûr. Ah Produits ouais. laitiers. Franchement, on est la seule, on est la seule espèce qui boit le lait d'autres animaux. Ben ouais. C'est qui boit, là? Non, en Justement, fait, qui c'est qui se sert un petit coca là? non, je me sers un whisky coca, là. Non, non, je fais- Whisky, coca. non, c'est Bon, bon, je me sers un petit tisane, là. C'est l'heure de la tisane. Désolé, je j'avoue pensais qu'au pas que début, ça je pensais que s'entendait. quelqu'un faisait pipi, hein. Juste comme ça. Ah mince, elle l'a entendu. Je voulais Euh, savoir si... Est-ce que Géry de Lille pourrait intervenir, car elle a laissé des commentaires très intéressants et ce serait bien de le faire participer directement sur le chat. C'était pas le thème de la soirée, Peace and Love? Waouh, ta-la-la-la-la-la. les médicaments, l'industrie pharmaceutique, les médicaments aussi, c'est spécifiquement conçu pour faire baisser en vibration. Hmm. J'ai retrouvé la question que je voulais poser tout à l'heure. En fait, là, donc tu as parlé de Jung aussi, donc avec l'inconscient collectif, mais est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de parler du conscient collectif à partir du moment avec toutes les prises de conscience qu'on a sur le monde dans lequel on vit, sur le monde de tout ça? Moi, je pense qu'il est temps de parler de conscient collectif aussi. Oui, alors on pourrait parler de conscience collective même, c'est ce qu'on essaie de Oui, construire. Et c'est vrai que l'inconscient, c'est juste un terme pour dire ce qui n'est pas encore conscient en nous. Donc l'inconscient collectif, c'est en fait toutes nos zones d'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est refoulé en nous, qui n'est pas remonté à la conscience. Et on peut voir de manière individuelle, parce qu'il y a un inconscient individuel, mais l'inconscient collectif, c'est la somme des inconscients individuels. oui, Donc ça veut dire que cet inconscient collectif, il sera aussi plombé que personne fera le travail pour se dépolluer dans sa propre vie pour lui-même. Donc de faire venir à la conscience tous les contenus de son histoire qui sont dans l'ombre. Tu vois, c'est mm, pour ça qu'on parle d'inconscient collectif, mais tu as raison. ouais. Mais je L'idée, crois c'est de qu'il mettre de est la temps lumière dedans. maintenant. Ouais. Là, je crois qu'il est temps maintenant de parler de conscience collective, hein. Voilà, c'était. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Mais j'ajouterais juste ce petit bout, c'est qu'on peut se permettre de parler de conscience collective seulement si on a été au clair et qu'on a un peu fait face à nos inconsciences. Parce que sinon, c'est mettre une fausse lumière pour pas voir l'ombre. Et c'est un peu luciférien quelque part, hein, c'est la fausse lumière. C'est-à-dire que c'est une lumière clinquante où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais je pense que quand on a traversé le feu de l'existence, nos problématiques personnelles déjà, là, on acquiert une lumière qui est plus authentique. Et là, on peut être dans la vraie conscience, de mon point de vue. Oui, je suis d'accord. Hmm. Donc pour toi, par exemple, si tu devais imaginer un monde meilleur, si on pourrait le dire de cette manière-là, Lydie parlait des générations enfants, c'est-à-dire que la manière dont nos enfants s'alimentent, l'éducation de nos enfants aussi, parce qu'on n'intègre aucune forme d'état de conscience, aucune forme de spiritualité. Pour toi, qu'est-ce que tu pourrais ou qu'est-ce que tu aimerais faire si tu le pouvais rajouter justement dans ce monde, quelque chose qui l'amènerait au meilleur dans un nouveau concept? Bah, c'est sûr qu'on parlait tout à l'heure, la base, c'est les enfants. Je veux dire, c'est eux l'avenir, c'est l'éducation. Euh, il y a eu des tentatives d'écoles un peu alternatives. Je pense aux écoles Krishnamurti, Steiner, Freinet, Montessori. Pour moi, c'est de développer aussi ces éléments-là, parce que ça permet justement de permettre à l'enfant très tôt d'être conscient des différents mondes qu'il habite et d'avoir des choix plus libres. Donc, le monde meilleur, il va passer par l'éducation, déjà dans un premier temps, des enfants comme des adultes, hein, au final. Ben, finalement, qu'est-ce qu'on fait ici aussi ce soir? C'est on se rééduque les uns les autres en partageant des informations. Donc, l'éducation, pour moi, c'est la base.
Un monde meilleur, ce serait un système scolaire intégral, c'est-à-dire qui prenne en compte toutes les dimensions de l'enfant, qui lui enseigne très tôt la méditation, à prendre conscience de lui-même, à être créatif, à pas le gaver comme une noix de savoir, mais d'accord, des savoirs théoriques pour qu'il fonctionne, ok, mais surtout l'aider à comprendre et à connaître par lui-même les choses, à expérimenter et à devenir un être autonome et un individu, c'est-à-dire indivisible, un homme libre en fait. C'est pour ça que je vais rebondir sur Rainbow Lover qui parlait de conscience plutôt qu'inconscience, et toi tu disais conscience collective. Effectivement, on sait tous qu'aujourd'hui, notre système et nos écoles et notre système éducatif ne va pas changer en 24 heures, en 2 mois, en 6 mois, en 8 mois, en 1 an. Donc effectivement, si on devait vraiment parler de conscience collective, on va dire la solution sur une échelle, on va dire, rapide et efficace, passerait aujourd'hui effectivement par une prise de conscience soi-même en tant qu'adulte et justement un apport au niveau de cette éducation de nos enfants. Parce que si on attend que le système change les valeurs et le système éducatif, c'est pas pour tout de suite. Donc effectivement, il va bien falloir commencer à semer ces petites graines. Et ces petites graines, effectivement, c'est chez soi, avec nos enfants, avec notre propre recherche personnelle, notre propre évolution personnelle, où on va pouvoir, en parallèle de ce qui est fait de l'autre côté qui va dans un mauvais sens, dans un non-sens, bah justement, nous, apporter à travers notre éducation, nos valeurs en tant que parents, on va dire, transmuter du mieux que nous le pouvons par rapport aux limites que nous avons en fonction de notre enfant, de son incarnation, de son libre arbitre. Effectivement, aujourd'hui, on est des acteurs très importants envers nos enfants, je pense. Nous sommes leurs guides, tout Oui. simplement. Après, on les laisse vivre leur vie. Ils ne nous appartiennent pas. Total. Et je dirais que pour être un bon parent extérieur, il faut aussi être un bon parent intérieur, c'est-à-dire être un bon parent pour le petit ou la petite qui vit en nous, c'est-à-dire avoir rencontré ces blessures de l'enfance. Et parce que notre enfant physique extérieur, il vient nous réactiver nos blessures qui n'ont pas été réglées. Et des fois, on a des actes envers eux qu'on regrette après parce qu'ils nous ont stimulés dans nos blessures qu'on n'a pas été rencontrées. Bon, je pousse un peu le bouchon, mais je dirais même qu'il faudrait peut-être un permis pour être parent, c'est-à-dire une formation minimum. Franchement, c'est intéressant ce que Un tu dis permis à point. de formation pour être parent, parce que je ne sais pas si vous avez écouté les livres audio sur YouTube Telos, des anciens de la Lémurie qui sont allés se réfugier sous le mont Shasta en Californie. Ils disent, bon, après on n'y croit pas, mais moi personnellement, il y a tellement de choses incroyables dans ces 3 tomes, 3 livres audio et 3 bouquins. Par exemple, pour être parent, justement, leurs prêtres d'Isis leur dispensent des formations quand ils veulent être parents et ces formations durent très longtemps. Au minimum des Voilà. mois, voire des années avant d'être parents. Et ils ne comprennent pas pourquoi oui. nous, des fois, ils font des gosses alors qu'il n'y a aucune formation derrière, quoi. Il n'y a aucune. C'est vrai. Je trouve ça tellement réel. Et eux, ils disent Je suis d'accord. beaucoup de temps. On pourrait même faire une sorte de parallèle avec des instruments dans différents des instruments, on va dire, holistiques ou musicaux ou autres, dans différentes cultures, comme le chamanisme par exemple, où il est dit qu'avant de pouvoir utiliser extérieurement un instrument, on doit d'abord se l'approprier complètement, quoi. Oui. Oui, totalement. Je pense que à un moment donné, il faut arrêter de vouloir changer le monde, et commencer à se changer soi-même. Parce que le monde, c'est la somme des êtres qui le constituent. Et dans l'histoire de l'humanité, on a voulu changer le monde à plein d'époques, il y a eu plein d'idéologies politiques, religieuses, philosophiques. Ça n'a jamais fonctionné sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fond des choses, c'est-à-dire c'est comme si on mettait une nouvelle peinture avec une nouvelle couleur sur un mur qui est déjà pourri. Donc certes, il a l'air beau, on change de couleur, mais ça n'empêchera pas de s'effondrer. Et donc les utopies, ok, ça peut être porteur, mais ça commande déjà par soi tout le temps, tous les jours. Et ensuite, le monde, 1 plus 1 plus 1, ça fera une masse à un moment donné. Mais déjà, il faut s'occuper de soi continuellement, en fait.
Voilà ce que je peux dire. Merci, c'est très joli, Merci, Mickaël. c'est très juste. Ouais, très juste. Jerry, Ouais, si tu intervenais, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Alors déjà, j'ai pas trop l'habitude de parler à plein de gens comme ça d'un coup et j'ai pas écouté, enfin j'ai écouté que la fin, peut-être les 20 dernières minutes. Donc je sais pas si quelqu'un a des questions. Tu as peut-être des questions à me poser, Aurélie? Non, pour toi, pourquoi demander un permis pour les parents? Tiens, parce que je trouve que tu es d'accord avec cette histoire. Michael et toi, pouvez-vous me répondre? Pourquoi un permis? Non, c'est Parce une que c'est image. évident, quand on voit comment les gens éduquent leurs parents, c'est pas possible. Quand on voit déjà tous ces parents, moi j'en vois, qui eux n'ont pas le masque et qui mettent le masque à leurs gamins, c'est insupportable. Plus tous les drogués, tous les alcooliques, tous ceux qui ont plein de problèmes mentaux. En fait, au final, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui auraient le permis. Ceux qui font un gosse pour se rapprocher. Oh là là. Voilà, pour se rapprocher, oui, enfin, il y a plein de raisons. Ouais. Mais oui, c'est-à-dire que bon, après le permis, c'est une image, c'est un peu pour provoquer, mais il y a tellement de choses à avoir checké en soi avant de donner l'avis pour pas qu'il y ait de dégâts collatéraux trop graves. Et on voit comment on a vécu nos enfances, nous, alors qu'on n'avait pas peut-être des parents psychopathes, mais en tout cas, ils avaient leurs blessures. Et comment on a dû composer avec ça. Et puis, adulte, on a dû faire comme on peut pour s'améliorer, aller mieux, aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Donc, je me dis que dans l'idéal, si une société idéale, elle valorise cette connaissance de soi et qu'elle dit, ben voilà, arrivé à un certain âge, ben là, vous arrivez à l'âge de procréer, de fonder une famille. Ben, on va vous faire une petite formation pour vous enseigner les essentiels en termes de psychologie, de spiritualité, et suivre un petit accompagnement pour aller voir un petit peu vos blessures de l'enfance. Et ça, c'est bien que vous le fassiez avant de donner l'avis. Comme ça, au moins, il y aura plus de conscience quand vous allez éduquer l'enfant. Absolument. Tout le monde sait Après, comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Ouais, voilà, ouais. Donc, yes, voilà, c'est tout. après, il y a aussi l'horloge biologique. Il faut combien d'années pour être prêt? Et puis, sur les méthodes ou les croyances, voilà, la formation pour nous éduquer à être un bon parent, ça risque de pas exactement être toujours. On risque de ne pas être d'accord. Par exemple, bon, je suis assez branchée sur les US en ce moment. L'éducation démocrate, c'est pas exactement la même que chez les républicains. C'est pas exactement le même système de croyances. Oui, bien sûr. Après, il faut se mettre d'accord sur des fondamentaux universaux. Voilà, je pense qu'il y a des fondamentaux liés à l'espèce humaine. Un enfant, il attend l'amour de sa maman et la protection de son papa. Donc déjà, est-ce que la maman est en capacité de donner de l'amour parce qu'elle a assez reçu pour elle-même en elle-même? Et puis le papa, est-ce qu'il est en mesure de protéger une vie et comment il est par rapport à son masculin? Voilà, c'est tout il y a des minimums quand même. Ça résonne tellement ce que tu dis, en tout cas, Michael, quand tu dis on a toujours dû composer avec les blessures de nos parents et apprendre à tergiverser avec pour amener nos amis. C'est tellement ça. Et oui. Si je peux me permettre un commentaire par rapport à cette idée de permis, bon, je sais bien que c'était une boutade, hein, mais cette histoire de permis pour les parents, effectivement, ça serait pas mal que chaque parent ait vécu suffisamment d'expérience pour se sentir pleinement, on va dire, légitime et prêt pour avoir des enfants. Mais au-delà de ça, même dans nos vies quotidiennes, juste ne plus avoir les trains de vie qu'on mène, en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, même les parents qui peuvent avoir les meilleures et sincères bonnes intentions, avec un 35 heures par semaine, et souvent pour les deux parents, ils ont juste humainement même plus les ressources énergétiques, finalement, pour pleinement offrir ce que leurs enfants ont besoin, d'une part, et d'autre part, les enfants, en fait, ils voient vachement plus leurs profs que leurs parents. On est passé d'une idée de l'instruction nationale à l'éducation nationale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'État a décidé que l'éducation, c'est plus les parents qui l'a fait, c'est lui. Donc là-dessus,
C'est même plus une question de est-ce que les parents ont les facultés ou pas, c'est qu'on on les en a privés en fait. Ouais. Dans la structure même de notre société, on a dépossédé les parents de la faculté à éduquer leurs gosses. On voit bien d'ailleurs l'éducation à domicile, c'est en train d'être attaqué actuellement. Des enfants qui formuleraient certaines pensées, ou là on leur fait la chasse parce que ça voudrait dire que leurs parents éduquent leurs enfants à avoir une pensée libre. Donc, le souci, en fait, plus que, même si bien évidemment, ça en fera énormément partie, mais il faut voir aussi dans quelle structure les parents, en fait, amènent leurs enfants au monde. Et là, en l'occurrence, c'est le cadre général. Oui, totalement. Ouais. Oui, ça, c'est un grand sujet. Comme un sevrage, à partir de 3 ans, hop, 8 heures par jour, on commence à te foutre dans la matrice. Mais le Si ce n'est problème, pas c'est que avant. les parents ne réagissent pas. C'est ça le problème, c'est que les parents acceptent. Regarde pour les 11 vaccins, est-ce que les gens sont sortis dans la rue? Personne. Et c'est ça, notre société est complètement endormie. Et même si tu donnes un permis à un parent pour avoir un enfant, franchement, ça ne servira à rien parce que notre société est tellement polluée par ces mauvaises énergies. Et franchement, je ne sais pas comment on va pouvoir réveiller toute cette masse. C'est vrai que, par exemple, Jerry dit dans les commentaires qu'on est esclave du système, mais dans le fond, elle a raison. Mais dans le fond, si on se dit qu'on est esclave du système, c'est qu'on on alimente cet esclavagisme et en fait, on reste dans l'inaction de faire quoi que ce soit, en fait, si on part de cet état-là. Oui, c'était juste un constat, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec, hein, ça on est clair. Après, je pense qu'il faut vachement augmenter le niveau de responsabilité et la combativité. C'est vrai que ma sœur, quand je lui ai dit, voilà, ton fils, il aura 6 ans la fin de l'année, la prochaine rentrée, et si jamais il faut encore mettre le masque, qu'est-ce que tu vas faire? Et elle m'a dit, elle espère qu'il n'y aura plus le masque obligatoire à l'école en septembre prochain. Les gens espèrent, mais ils savent très bien que ça ne sera pas comme ça. Elle se battra pas, quoi. Et elle s'est pas battue non plus pour les 11 vaccins. La naïveté et l'acceptation de masse, c'est ça qui nous entraîne vers la catastrophe. C'est ça. Je peux vous proposer quelque chose? La passivité. Ouais. La passivité, justement, parlons-en de la passivité de l'être humain. Moi, j'ai des milliards. Je vous offre des armes et pas votre spiritualité. Hein. Pour combattre le mal, la spiritualité, ça marche pas. Jésus l'a essayé, il a été crucifié. Non, pas tellement, non. Pas vraiment, non. Ouais, si, toi, oui, pour un groupe, une communauté, pour 20 000 personnes, à la limite, un pays, ouais. Mais pas les planétaires. Avec les chevrotines et aller casser du poulet. Ben, je sais pas, je me rappelle Don Camille, au moins. Don Camille, il usait un peu d'un bâton et Jésus était d'accord. Hein. Mais pour changer le monde, il faut accepter de pouvoir casser des œufs et faire des dommages collatéraux. Hein. Parce que là, non, mais je ne suis pas chaud, mais vous me connaissez. Pour accepter de changer le monde, je pense, comme dit Mickaël, je suis de cette vision-là. En fait, aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir changer le monde. En fait, déjà, c'est la base. Ça a déjà été essayé, Julien. C'est un discours qu'on nous répète depuis 2000 ans, ça. Oui, mais alors par contre, depuis 2000 ans, on nous répète ça. On va encore voir, subir 2000 ans de plus. Non, mais par contre, sur un plan réaliste, tu as quand même plus de chances de te sauver, de t'améliorer toi-même que de sauver le monde, quand même, sur un plan réalité possible. Oui, parce qu'on a plus de d'accord avec ça, bien entendu. Mais... Tout est une question de densité énergétique, en fait. C'est-à-dire que tu parles de ça, tu dis ça, Ultima, ça fait 2000 ans qu'on nous raconte ça, mais les gens ont toujours cru en la religion. Ils ont toujours cru en des gourous, en un sauveur externe, mais ils n'ont jamais regardé leur libre arbitre. Jamais dans l'histoire, une seule religion n'a prôné le libre arbitre, la conscience. Certes, les prophètes, oui, mais les religions, non. On leur apprend à ne pas le voir. Et en fait, le truc, c'est que si les gens se mettent de plus en plus à regarder leur libre arbitre, leur conscience, le pouvoir qu'ils ont d'élever leur vibration, là, tout changera. Le problème, c'est qu'on s'en est toujours référé à des textes, à des documentations, à des croyances. C'est ça qui a jamais fait. C'est la nuance qui a fait que tout ça a toujours c'est un paradoxe et une croyance limitante parce qu'au bout du compte, si on considère que nous avons le libre arbitre, pourquoi émettre le fait que on nous l'enlève en fait. C'est au paradoxe même et au fondement de notre vie et de notre système d'incarnation et de notre possibilité à pouvoir prendre des décisions et des choix. Il n'y aurait plus aucun sens à émettre ces hypothèses, je trouve. Oui, alors j'aurais pas mal de choses à dire. Je vais essayer de me souvenir au moins de certains points. Pour retrouver le libre arbitre, il faut déjà faire un nettoyage
de notre propre champ de conscience. C'est-à-dire que quand même la majeure partie des gens ont beaucoup de traumatismes déjà dans cette vie-ci. Donc dans cette vie-ci, déjà, ils sont même pas dans le temps présent. Quand on leur parle, souvent ils sont coincés dans des événements du passé. Donc, enfin, il y a déjà beaucoup de travail à faire chacun Mais tu sur sais, soi. tu sais, Jerry, ce que tu dis, en fait, c'est le cas de chaque personne humaine. C'est-à-dire qu'on est tous passés, du moins je pense, hein, on est tous passés, tous qui on est et qui nous sommes là, on est passé par ces phases-là pour arriver à d'autres phases, en fait. Donc en fait, la question, c'est que ces phases, on y passe pour accéder à d'autres phases. Donc quand on a accédé à ces autres phases, on va dire d'état d'éveil avec plus de conscience sur ce qui nous entoure, de la manière dont on vit, de la manière dont on veut protéger notre planète, entretenir notre corps, éduquer nos enfants, une fois qu'on a toute cette conscience qui a été intégrée parce que, bah, on a transmuté une vision qu'on avait de la vie, des croyances qu'on pouvait avoir, qu'on nous avait justement inculquées, à un moment donné, ce travail, effectivement, il part de la source à l'intérieur de nous-mêmes, il doit être dirigé vers l'extérieur dans notre propre vie. C'est fondamental, en fait. Oui, alors écoute, moi d'expérience, il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent être, éveillées sur plein de sujets et qui, malgré tout, sont encore coincées dans plein d'événements du passé, enfin qui vont encore très mal. Ben, je pense qu'il n'y a pas de pattern logique, tu sais. Je pense, alors après, c'est une vision que je partage à tous là, hein. Il n'y a pas de pattern logique dans le système et les modalités d'incarnation. C'est-à-dire que je pense qu'on peut très bien s'incarner dans un vie de guerrier et revenir dans une vie de moine. Et je pense que dans notre vie d'incarnation présente, il n'y a pas de pattern logique. C'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui me posent des questions, ou j'ai souvent des sujets avec des personnes où on me dit, voilà, cette personne, elle est éveillée, mais pourtant elle fait ci. Cette personne, elle est éveillée, mais elle mange ça. Cette personne, elle est éveillée, mais en Ouais. fait, Ça, on se c'est fiche. l'éducation aussi, Exact. les choix personnels. Et j'ai envie de te dire que l'état d'éveil de chacun appartient à chacun, et que l'objectif, c'est quand même justement d'élever sa conscience et d'évoluer, et que je ne connais personne sur Terre qui arrive à l'apogée de ce qu'il doit être, parce que s'il était vraiment à l'apogée de vivre l'amour pleinement sans matière, il serait plus de notre existence, quoi. Puisque c'est Oui, il quand ne même serait plus l'objectif premier, incarné. Ouais. c'est de venir vivre l'amour dans la matière, en fait, tu vois. Donc, si tu n'as plus rien à travailler, si tu as tout compris, effectivement, le processus de venir expérimenter ici, dans ce grand champ expérimental, bah, ne sert plus à rien, quoi. On part ailleurs, peut-être. Oui, Après, pour moi, en matière d'évolution personnelle, si je puis me permettre, il y a quand même une chose là tout de suite qui pop à mon esprit par rapport à ce que l'on vit actuellement, dans cette époque vraiment contemporaine, c'est que si on réfléchit tous individuellement au parcours de vie qu'on a pu avoir, je suis quasi persuadé qu'il n'y a pas un seul d'entre nous qui a un vécu, on va dire, professionnel, tout tracé, tout bien, tout nickel, avec de A à Z, tout le parcours qui s'est passé pile poil comme c'était prévu et qui n'a pas eu de bifurcation, etc. On vit à une époque où, dans notre société, on vit plusieurs vies dans une seule vie. Et le simple fait de vivre une incarnation qui puisse être aussi riche et aussi remplie en fait de zones de rupture, c'est comme si ça démultipliait en fait les champs d'apprentissage. Si on compare avec les incarnations, les chemins de vie qu'ont dû parcourir des personnes qui sont nées ne serait-ce qu'il y a un siècle, dans ces époques-là, la société était excessivement rigide et en fait, limite, ta vie était tracée avant même que tu sois né. On va faire tel enfant pour qu'il soit tel métier en fait. Et de nos jours, dans une seule vie, en fait, on peut avoir une vingtaine d'expériences professionnelles complètement différentes. Alors, certains vont le voir comme une forme d'instabilité et d'incapacité en fait à construire quelque chose sur la durée. Et en même temps, ça permet aussi un détachement en fait par rapport à tout un tas d'aspects. Et donc du coup, pour ceux en tout cas qui s'éveillent à ça, à une source d'apprentissage vachement plus grande en fait. Oui, effectivement, je confirme. ouais, c'est très intéressant en fait. C'est comme si on venait, on va dire, si on devait donner une image comme ça, c'est comme si on devait venir s'incarner à l'époque, il y a 20, 50, 100, 150, 200 ans. On venait dans une vie pour vivre vraiment un chemin très particulier d'un bout à l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère où l'on est, c'est comme si en fait, on démultipliait le nombre d'incarnations dans la même existence, en fait. C'est très, 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 très étrange comme sensation, et c'est vrai que on peut multiplier
les jobs, changer de travail complètement d'orientation en plein cours de vie et à plusieurs reprises. Donc ça prouve bien qu'on a une capacité d'adaptation et d'évolution qui a évolué aussi, hein. Je peux poser une question à Michael? Si c'est toujours là. Oui. La question elle va être un petit peu compliquée. Pourquoi l'humanité, par rapport à tes recherches, hein, pourquoi l'humanité a perdu sa spiritualité? En Cédric, hein. fait, il faut se positionner dans cette idée de cycle cosmique. Il y a des cycles, en fait. Je parlais tout à l'heure des âges, tu sais, âge d'or, âge d'argent, âge de bronze. Et là, nous, on est dans l'âge de fer, en fait, quelque part, d'un point de vue cosmogonique, au niveau de la Ouais. tradition occidentale ou même les hindous, hein, les Kali Yuga, qu'on appelle le Kali Yuga. Donc, c'est un âge cyclique où on est le plus éloigné de la source. Mais en réalité, finalement, ça fait partie du jeu cosmique, tout ça. Ce qu'on appelle le Lila Brahma, ils appellent ça les hindous, le jeu divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le divin, il choisit volontairement de se perdre dans l'amnésie de lui-même pour vivre d'autres configurations. Dans des textes très anciens de l'hindouisme, où on parle du Kali Yuga, donc c'est des textes qui ont plus de 3000 ans, hein, ils avaient déjà prévu cette époque-là assez clairement. Certes, l'obscurité est la plus élevée d'un côté, mais en fait, là où l'obscurité est la plus forte, l'éveil est le plus fort. Donc en réalité, ceux qui s'éveillent pendant le Kali Yuga, parce qu'ils ne sont pas aidés par l'ambiance cosmique, ils ont un mérite plus grand en réalité. Donc là où l'obscurité est la plus forte, la lumière est la plus forte. Donc c'est pas que ça a perdu la spiritualité, elle est toujours là, elle a toujours été là. Et regarde, aujourd'hui avec Internet, on a accès à tous les enseignements possibles et inimaginables, alors qu'il n'y a même pas 300 ans, pour avoir ne serait-ce que un adage hermétique ou une clé de symbole alchimique, il fallait parcourir des kilomètres pour avoir un type qui te dit une chose. Tu C'est vois, ça. donc là aujourd'hui on clique, on a tout. Tu Comme vois, donc quoi, le comme quoi le paradoxe. savoir, comme quoi le savoir n'est rien sans l'expérience. C'est ça. Donc en fait, quelque part, le Kali Yuga, il fait que certes, on n'a pas l'environnement pour être plus éveillé qu'au temps de l'âge d'or, par exemple, mais en compensation, le divin, il nous donne tout. En fait, on a une désoccultation des savoirs ésotériques depuis 100 ans qui est énorme. Aujourd'hui, on sait tout des initiations cachées de l'ancien temps, comment ça se passait, les rituels, qu'est-ce qui était conçu. Sauf que, ok, on a le savoir intellectuel, on a tous des livres là-dessus, mais maintenant, il faut des gens qui nous amènent à le vivre ou le vivre par soi-même. Donc, je crois que tout ça, ça fait partie d'un grand théâtre, en fait. Moi, j'ai une vision assez théâtrale de la vie. Hein, c'est très lié au signe du lion, ça. C'est cette idée que, en fait, tout est jeu de l'énergie, en fait. Quand tu vois ça comme ça, en réalité, il n'y a plus trop de problème au fait que soit ceci, soit cela. Même ce qu'on appelle les élites, c'est le divin aussi. C'est le divin qui joue à être une élite. Et tu vois, le diable travaille pour Dieu et inversement. Tu vois, il faut sortir de cette binarité aussi, parce qu'à un moment donné, c'est un certain niveau de conscience de dire il y a les Jedi, il y a les Sith, quoi. Il y a les résistants et puis il y a les autres en face. Mais si tu montes d'un cran, remontes à l'unité. En fait, tout ça, c'est le jeu de l'énergie. En fait, il n'y a que des billes d'énergie, des champs d'information qui jouent un certain scénario dans une certaine planète, dans un certain système solaire, et avec peut-être des milliards d'autres systèmes solaires, avec plein d'autres scénarios. Et tout ça, c'est le jeu divin, en réalité. Donc, quand tu fais l'expérience de cet océan dont je parlais tout à l'heure, tu vois ce que appelle le Bouddha l'illusion de la manifestation, l'illusion de l'impermanence, de s'accrocher aux mouvements phénoménaux. Parce que tu es posté dans cette source qui est en amont de ça. Donc tu vois plus, t'as plus cette notion de bien et de mal en réalité. Tu as une éthique, tu vois ce qui peut être nuisible et ce qui ne l'est pas, mais en réalité tu ne confines pas les gens dans des rôles. Parce que même chez les élites, il y a des gens qui font amende honorable et qui changent de camp, et ça arrive. Et même chez les gens résistants, il y en a qui tournent kazakh, et ça tourne en permanence tout le temps comme ça. Donc moi j'ai cette vision-là. Donc ça ne veut pas dire que je ne vois pas où sont les postes de chacun, les responsabilités de chacun, les intentions de chacun. Mais quand je monte d'un cran supérieur, je me libère de cette dualité.
Franchement, je trouve que ce qui est libérateur, et tu l'as bien résumé, ce qui est libérateur, c'est de mettre de côté cette notion de bien, de mal, de gentil, de méchant. C'est aussi une technique de manipulation des masses, c'est ce qu'a fait Hollywood, de mettre ça c'est les gentils, ça c'est les méchants, parce que les gens, du coup, ils développent ce côté binaire qui fait qu'après, ils ne nuancent plus du tout, mais sauf que la lumière, elle a besoin de l'ombre pour qu'on sache qu'elle est lumière. Donc, c'est pour ça qu'il Tout à faut. fait. Tout à fait. On a besoin des deux camps pour savoir. Chacun a un rôle à jouer. Oui. Dire ça, l'expérience négative, comment tu peux te rapprocher de la lumière, quoi. Voilà, si tout était bleu, on pourrait pas savoir c'est quoi le rouge. Bah oui. Sans savoir côtoyer des gros enculés, comment tu peux. Enfin, ça, et encore, c'est subjectif, tu vois, mais moi, je suis tombé dans le chaos. Mais comment tu pourrais toi-même t'éloigner de ce que tu ne veux pas? Totalement. Je veux dire, si on n'avait pas il faut souvent souffert vivre autant. l'opposé et son contraire pour en comprendre vraiment le sens. Totalement. Je veux dire, là, si on est là tous ensemble ce soir à parler de sujets comme ça, c'est parce qu'on a eu certaines souffrances dans nos vies aussi, quelque part. Et ces souffrances-là, ça a été comme un aiguillon pour nous réveiller et à amener à trouver un remède à cette souffrance. Donc on a commencé à cheminer et le cheminement a fait qu'on a commencé un peu à se décabosser. Et là, on est là maintenant à créer un champ de conscience. Donc quelque part, tout ça, ça fait partie du jeu en même temps. C'est ce que la Kabbale enseigne, quoi, qu'il y a un début, il y a une fin, et il y a un Oui, renouvellement, une c'est ça, renaissance. permanent. C'est le Tzimtzum. On C'est revient au l'inspire sujet et l'expire. principal, oui. Oui, c'est ça. Lune, je te propose, tu avais des questions à poser à Mickaël, si tu veux intervenir. Merci, Mickaël. De rien. Merci, Mickaël. Ouais, merci, Julien. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais choisir ce qui me préoccupait le plus par rapport à Mickaël. Je suis désolée de ne pas avoir pu écouter le début, mais je suppose, enfin, il me semble, d'après ce que j'ai compris, qu'il ne l'a pas évoqué. Si tu veux bien, Mickaël, nous parler du Talmud. Qu'est-ce que tu sais du Talmud sur son origine, de où, quand et qui il vient, qui le pratique, comment, pourquoi, quel est son impact sur le monde d'aujourd'hui, à quel niveau, de quelle ampleur, voilà, s'il te Tu lâches plaît. une bombe, là. Oui. Ah ouais, là, c'est Parce que c'est énorme, hein. Lune t'a envoyé une grosse question, là, quand même. Ah ben chouette, ça veut bien dire que ça n'a pas été discuté avant que j'arrive à 20h, 21h45. Ah non, mais Lune, elle ne fait pas semblant, on l'entend pas du tout, mais quand elle arrive, on l'entend. Alors, le Talmud, en fait, il faut vraiment une émission à part Ah pour ouais, là, c'est le du lourd, détail. hein. C'est énorme et tout le monde le pratique. Ben, le Talmud, en fait, le Talmud, c'est la philosophie de la Torah. Donc, en fait, c'est une étude des textes, une étude des lois juives, et c'est des discours, en fait, qu'on étudie, qui sont entre des rabbins sur des points de la loi, sur des points de l'éthique, sur la façon de mener sa vie quand on est un juif pratiquant, par exemple. Donc, le Talmud, c'était une exégèse, en fait, des rabbins qui a été mis en place après la destruction du deuxième temple, hein, pour justement aider à structurer les communautés dans l'exil, puisqu'ils n'avaient plus leur terre. Donc c'est tout un corpus de théologie, de philosophie, d'éthique, de morale. Il y a différents types de textes, différents niveaux de compréhension. Il y a la Mishnah, il y a la Gemara. Il y a toute une approche comme ça qui permet justement aux pratiquants d'avoir un questionnement, de développer sa logique, sa rhétorique, sa façon de débattre, parce que souvent dans le Talmud, donc on étudie ça dans le Talmud Torah, c'est des lieux dans les synagogues, et donc souvent on prend un texte et il y a un échange virulent sur un texte, sur un débat, sur un point de détail d'un enseignement de la Torah, et ça va permettre de faire jouer aussi l'intellect, de comprendre les mots, d'essayer de trouver d'autres visions du monde, de développer l'analyse, la logique. Voilà, à la base, c'est un outil d'éthique et de philosophie sur la Torah. Qui l'a créé? Alors, c'est une assemblée de rabbinim, en fait, de rabbins qui se sont mis en place et qui ont dit ben, ce serait bien qu'on crée un des ouvrages qui parle de nos commentaires sur ces textes. Ça pourrait être aidant pour la communauté. De nos commentaires sur ce texte, la Torah? Oui, la Torah, l'Ancien Testament, oui. Et donc, l'époque de création, c'est quand?
Alors, l'époque de création, j'ai pas l'année exacte, mais c'est après la destruction du Second Temple. Donc, on va dire à peu près aux alentours de 60 au début de notre ère, 60-70, dans ces eaux-là. Mhm. Michael, une autre Et question. Pardon. plus précisément, Michael, Oui. plus précisément, s'il te plaît, que dis-tu de cette, je ne sais pas le terme exact, rhétorique, le sourate dans la version islam. Enfin bon, je ne sais pas sourate, c'est je ne sais plus comment dans ce vocabulaire-là, qui Exégèse. dit, qui justifie, qui encourage et qui légitime la pédophilie à partir de 3 ans avec une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 9 ans. Ben, en fait, ce texte-là, c'est difficile, je ne l'ai jamais vu. Je En peux fait, répondre? ouais. Attends, je voudrais que Michael réponde parce que c'est quand même, Bon. je pense qu'il est, par rapport à son sujet, à son bagage, c'est important. J'ai besoin d'entendre ce qu'il a à me dire là-dessus. Ben, déjà, ce texte-là, j'aimerais bien savoir si on peut le sourcer. Je l'ai vu nulle part, dans aucune Ah, bah, il y a étude. des rabbins sur YouTube qui le récitent, hein, qui récitent la Mm. sourate en question, là, la phrase, enfin les phrases officielles du texte. Hein. Ça me paraît vraiment bizarre parce que quand même, dans les communautés juives, l'interdit de l'inceste est très fort et les séparations entre les hommes et les femmes sont très prononcées, les tabous sont très ancrés. Moi, j'ai jamais vu de problématique particulière dans le vécu des communautés. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de ce texte-là. Et qu'est-ce que tu dis du Talmud par rapport à la franc-maçonnerie, aux loges rouges et aux Hurloges et aux Bnei Brit? Bah, c'est des groupes d'influence, comme il y en a plein partout. Voilà. C'est que des groupes d'influence pour toi. Bah, oui, c'est des lobbying, en fait. Dans toutes les sphères politiques, économiques, il y a toujours eu ce qu'on appelle des think tanks, des groupes d'influence qui ont des intérêts politico-religieux, économiques et qui poussent dans leur sens. Et le messianisme? Et le messianisme. Et le messianisme qui va avec, tu n'en parles pas? Bah, le messianisme, je pense que c'est lié à toutes les religions. Chaque religion a son messianisme et cherche à valoriser son système religieux pour qu'il domine le monde, surtout chez les monothéistes. Sauf que ce sont les talmudismes des Hurloges et du Bnei Brit au sommet de la pyramide de la franc-maçonnerie qui déterminent non seulement les grandes lignes de la société, en particulier actuelle depuis 40 ans, avec ce qu'on appelle le progressisme, hein, qui est passé beaucoup par la gauche politique occidentale, et à la base sur les fondements du marxisme, mais qui, du coup, bon, ont abouti, enfin, sans que ce soit une nouveauté, mais ont abouti de manière inqualifiable à la pédophilie généralisée, institutionnalisée en coulisses dans leur pratique d'initiation et au satanisme. Donc, sacrifice rituel, viol, torture, meurtre d'enfants, cannibalisme, adrénochrome, consommation du sang des enfants torturés. Alors, Et ce serait voilà. intéressant, Lune, en fait, que tu sois capable, parce que tu as amené à Mickaël une multitude de questions en une. Et moi, ce qui m'intéresserait maintenant de ta part, c'est que tu puisses amener justement une question, mais une question résumée, c'est-à-dire que en fait, le but de pouvoir descendre en domino ces multitudes de questionnements, en résulte de quelle question? Que veux-tu savoir en fait? Quelle est Ben, ton attente? je lui ai demandé ce qu'il disait, lui, ce qu'il savait, ce qu'il en sait en fait. Moi, j'en sais pas Il plus n'a pas que... l'air d'être informé, tu n'as pas Non, mais l'air de savoir. j'en Ou sais alors, pas plus que toi, que ce que tu as lu dans des sites conspi ou extrême droite, voilà. non, 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 c'est absolument pas extrême droite. C'est juste la Bah, réalité de milliers de non, non, témoignages dans le monde entier, mais moi, c'est pareil. depuis, en Attends, laisse-moi particulier terminer. depuis 30 ans. Hein, les témoignages abondent et Dieu merci de plus en plus, et y compris avec des gens qui sont sortis de ces milieux-là, qui sont des Oui, anciens et qui racontent la vérité. Donc voilà, mais je c'est peux pas de rien te... l'extrême droite du tout.
Ni de Totalement. l'antisémitisme, hein, Non, surtout. non, non, c'est pas la question. Mais moi, je peux rien te Voilà. dire de plus que ce que tu as lu. Moi aussi, j'ai lu ces articles-là, j'ai lu ces choses-là. Ok, il faut croire ces gens, c'est tout. Voilà. Et après, on fait quoi? Effectivement, on fait À quoi un après? moment donné, c'est comme le reste. Enfin, moi, je suis affligée par certains refrains permanents que je supporte plus. Donc, quand ça ressort tout le temps, je ne discute plus parce que ça sert à rien. Mais tout ce qui est qu'en gros, il y a qu'à faire sur soi et tout va très bien aller, c'est complètement faux parce que, comme dit Laurent, il y a longtemps que ça se verrait si c'était suffisant et qu'à un moment donné, il faut défoncer ces monstres. Ce sont des démons, ils font des choses absolument atroces. Et là, c'est pas, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, 9e dimension ou 50e dimension, blablabla, la source originelle. Non, on est dans la 3D avec des atrocités sans nom que nous avons laissé faire toute l'humanité, en tout cas la majorité très largement, depuis des millénaires. Voilà. Donc pour moi, là, le sujet crucial et aujourd'hui plus que jamais, c'est qu'est-ce que nous faisons pour arrêter ça? Et si nous avons la moindre idée qu'il ne faille pas arrêter ça, c'est que nous sommes des psychopathes. Voilà. Je suis d'accord. Mais Tu sais, justement, Lune, en fait, tu sais, on peut changer les choses à notre hauteur. Hein, ok. C'est-à-dire que je considère dans mon concept de vie que quand j'émets une information dans mon cerveau, quand je regarde quelque chose, quand je lis quelque chose, quand j'absorbe quelque chose, j'essaie d'absorber des choses positives. Okay, mais ça m'arrive aussi, comme toi, comme tous, de regarder des choses qui arrivent dans le monde et qui sont négatives. Bah heureusement. Donc, bien sûr, parce que c'est justement pour prendre conscience de ces choses. C'est très important. Absolument. Quand on prend conscience de ces choses, il y a plusieurs possibilités, ou du moins il y en a deux, à mes yeux. La première, on peut intervenir et le changer. La deuxième, on ne peut pas. Donc, ce qui veut dire que si tu intègres dans ton esprit, dans ton cerveau, une information qui est toxique et négative, parce que ça n'a rien de positif, la torture d'enfant. Donc, si tu te l'infliges dans ton esprit et que tu sais que derrière, tes actions directes ne peuvent rien faire, donc tu pollues ton excuse-moi, esprit. j'ai déjà tout de suite envie de t'arrêter parce que ça fait 30 ans que j'entends ce discours, je ne peux plus l'entendre. C'est bon. Premièrement, nous ne sommes absolument pas impuissants. Notre impuissance, elle est à la hauteur, premièrement, de notre lâcheté, parce qu'il faut arrêter de se voiler la face. Il y a une lâcheté crasse dans l'humanité qui consiste à laisser faire les pires horreurs. Et surtout quand c'est les élites dirigeantes, les gens qui sont en position, les vampires, les monstres qui sont en position de pouvoir, qui font ça. Ah bah du coup on est impuissant parce qu'en plus il faut protéger sa petite pomme, son petit compte en banque, sa petite vie, blablabla. Et puis d'autre part, bah oui, notre impuissance à un deuxième niveau, elle est aussi à la hauteur de notre absence de solidarité. Voilà, parce que si nous sommes solidaires, comme certaines parties de certains peuples dans le monde entier quand même l'ont prouvé, y compris chez nous, même en France et plein d'autres endroits, eh bien il y a eu à minima des arrêts ou des limitations de dégâts, même si ça n'a pas tout résolu, que ça n'a pas fait transformer la Terre en paradis non plus. Mais bon, ça a beaucoup amélioré les sociétés de différents pays, et notamment toute cette époque moderne de notre propre génération qui n'a pas connu même pas la guerre mondiale, je pense à peu près tout le monde, la deuxième. Eh bien, c'est grâce à des gens avant qui se sont battus en solidarité pour ça. Et donc, en fait, si on avait la moindre solidarité pour arrêter de laisser torturer, violer, découper en morceaux vivants des enfants, arracher les organes et trafiquer les organes et tout ce qui va avec, eh bien, au lieu de se plaindre de l'inconfort d'entendre ces atrocités, que c'est tellement gênant d'en entendre parler, on agirait pour les arrêter. Et on pendrait au milieu de la place publique, comme disait Roger Olindre, parce que même s'il était d'extrême droite et que j'aimais pas le bonhomme, il a au moins eu le mérite de jeter à la figure de l'autre monstre, d'ancien ministre, Jack Lang. Jack Lang. Voilà, Jack Lang qui avait tué un gosse après l'avoir sodomisé, qui l'a foutu la tête dans un seau de merde. Et ça se pratique tous les jours sur une grande partie de la planète parce que nous ne sommes pas solidaires pour arrêter ça. Et moi, je suis désolée, vous non, ne justement, faites pas Lune, si je peux me permettre, Lune. Moi, je porte attends, la Julien, honte s'il de te plaît, l'humanité, Julien. la honte. C'est justement parce qu'on a tous cette intention première. La honte que nous avons laissé faire ça depuis des millénaires, la honte.
Voilà, moi, ce que je ressens. Et Lune, s'il vous plaît, ne me s'il te faites pas ma plaît. thérapie qu'il faut que je me fasse soigner. Parce que c'est parce que je suis un être sensible et je suis encore un Ah non, être non, mais humain. tu as tout à Et je fait ne suis raison. Ah non, mais Tu tu as as le tout droit à fait raison. d'exprimer de la colère envers ça, Euh, c'est légitime. Voilà. Donc, vous Lune, si je peux me comprenez, quand on permettre. est des êtres Oh là là, tu soi-disant t'arrêtes de parler un éveillés, peu, oh, hein, putain. voilà. Quand on est soi-disant éveillés comme nous tous ici qui discutons, etc., nous devrions, à mon avis, nous bouger d'autant plus que les lambda citoyens de base pour dire stop, maintenant on bouge ensemble, bordel, on arrête ça, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Il est plus qu'urgent que nous bougions tous ensemble pour arrêter ces horreurs. Au Mais lieu moi, de je te suis philosopher demain. sur la Moi, je te suis. non-dualité, Lune, voilà. Lune, Eh ben, allons Lune, s'il te devant les plaît. tribunaux pour faire arrêter les Mais tu magistrats. feras Il y en pas a changer. 85%. Les magistrats pédosatanistes, Macrotte et tous les hauts dirigeants qui sont des pédosatanistes, les loges maçonniques. Heureusement qu'il y a des gens qui brûlent les loges maçonniques. Heureusement qu'il y en a qui ont ce courage. Moi, tu vois, Lune, tu vois, ce soir, l'objectif de créer cette émission, en fait, pour t'expliquer, en fait, moi, c'est d'apporter du positif. C'est-à-dire que parler de... Ah, donc, faut pas parler des Non, 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 atrocités non, du c'est pas, monde parce que c'est non, pas c'est pas positif. ça. Mais justement, amenons des choses positives, si tu veux, parce que là, on est en train de... Eh ben, moi, tu je exprimes ta suggère colère, qu'on mais agisse ta pour colère arrêter ça. t'amène à Je rien. C'est-à-dire que suggère que chacun nous. a Mais cette bien colère. sûr que si, Chacun a t'as cette rien colère-là. compris, Julien, t'as rien compris du tout. Parce que ce que je suis en train de poser, c'est pas une colère stérile, c'est de dire, mais bordel, pourquoi nous laissons faire ça depuis tellement longtemps? Nous laissons faire ça collectivement, il faut l'admettre. Je veux juste te dire que c'était pas le sujet de la soirée et du guest et de l'événement et de l'échange et du partage. Et alors, je suis trop dérangeante parce que c'est soi-disant pas le sujet. Mais je suis désolée, ça vient du Talmud en grande partie, en très grande partie. Voilà. Partageons le temps de parole si c'est possible, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tous parler. Ben oui, j'ai rien dit pendant 2 heures, c'est pour ça. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci. Ah bon, c'est bon? Ah, maintenant, il y a Bonsoir personne à qui parle. tous. Fredo, vas-y, si tu veux prendre la Bonsoir parole, à avec tous. plaisir. Bonsoir, Fredo. Je veux laisser parler Ultima, je crois qu'il voulait parler, il voulait intervenir. Donc, comme il avait commencé l'appel, je Gentil, vais merci. Non, je voulais dire à Lune qu'il y avait quand même de l'espoir parce qu'il y a un bateau qui est entré dans la baie de l'Hudson et il était sous couvert de la Croix-Rouge. Et ce bateau a libéré 900 enfants dans des cages dans les sous-sols de New York. Donc, il y a des gens, et ce ne sont pas des bisounours, j'en connais certains, des mercenaires payés, ou de l'armée américaine et française, qui ont libéré des enfants. Alors, déjà, ce ne sont pas des prières spirituelles qu'ils ont libérées, ce sont des armes, il y a eu une bataille en bas. Je sais Donc oui, ça, oui. ça agit, ça agit. Le problème, Lune, c'est que tu en as beaucoup qui ont des couilles, et qu'il y en a beaucoup qui croient en avoir. Et je m'arrêterai là, c'est tout. Donc il y a un monde pour tout, il y a un monde pour le spirituel et un monde pour l'action. Heureusement qu'en 1940, les résistants et les autres n'étaient pas très spirituels. Exactement. Il y en avait certains qui l'étaient. Il y en avait même qui se sont battus, qui sont morts sur le sol français sans savoir où était la France. Moi je pense comme toi, et pourtant je me dis spirituel, parce que j'ai quand même fait des études sur ça, que là on vit un temps où il faut se battre, effectivement, pour sauver les enfants, pour se sauver soi-même, si on a de l'amour. Voilà, si on a un peu d'amour, avec un grand A, il faut se battre. Seulement tu prends 100 hommes qui veulent de l'amour et qui veulent la paix, tu en auras 10 qui se battront pour ça. Les 99 autres, ils prendront la relève une fois que les 10 se seront fait tuer. C'est le monde. Après, oui, le monde des bisounours, il viendra. Mais avant ça, il y aura eu des morts qui permettra au monde des bisounours d'exister, oui. Et on va le faire comprendre. Exactement. Ah, mais merci, merci beaucoup de dire ça. Oui. Ça dérange beaucoup, mais je l'ai toujours pensé, je le pense toujours, même en étant spirituel. Non, justement, ça ne dérange pas. Au contraire, tous ces sujets-là sont importants. Il faut qu'ils soient tous abordés. C'est pas ici que ça va déranger. On n'est pas sur le monde. Ah ben, exactement. Tant mieux, merci. Ah ben ouf alors. Ton cri, ça on dérangeait le partage. Je te suis demain dès que tu. Dis-moi où tu es. Je te suis. Non, mais moi, je ne demande pas qu'on me suive, Lily. Je suis pas forcément. En fait, c'est la spiritualité qui doit guider nos actions. Et en fait, être des guerriers de lumière, ça signifie non seulement émettre l'amour, émettre la spiritualité, et en même temps, évidemment, que d'être proactif et d'aller se bouger pour aller changer les choses, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier le but défini à long terme de tout ça.
Et Angèle, je partage aussi ta vie, et Lune, je partage aussi ta vision. Et effectivement, à un moment donné, on doit devenir proactif. Et en devenant proactif, je pense qu'on l'est chacun à sa manière et à sa façon, en fait. Et on contribue tous dans cette proactivité-là, dans cet état de conscience de ne plus vouloir avoir de l'esclavagisme d'enfants, de femmes, d'hommes, de la souffrance animale de la planète. On est tous touchés par ça, et à notre niveau, avec ce qu'on est, ce qu'on est devenu et ce que nous a permis notre évolution, on fait tous à la hauteur de ce qu'on peut faire, notre meilleur, pour justement contribuer à un changement de ce que tu parlais, tu vois. Mais chacun a notre potentiel, en fait. Mais non, ça, c'est ce qu'on se raconte pour se donner bonne conscience, Julien. C'est le discours des New-Agers, excuse-moi. Mais ça fait trop de décennies qu'on entend ça. Et je suis comme Laurent, je boue parce que j'ai adhéré, j'ai pratiqué, je continue, je ne vais pas m'arrêter de vivre, bien sûr, mais ça n'est pas suffisant du tout. Nous devons agir collectivement et dans la matière physiquement. Tu vois, le simple fait d'aller dans un tribunal, un petit exemple, le fait d'aller soutenir Stan Mayo, là, qui s'est fait foutre en prison parce qu'il a œuvré pour arrêter, en tout cas pour au moins diminuer ces horreurs de l'élite dirigeante. Eh ben, ça lui a coûté extrêmement cher et presque la vie. Bon, ben déjà rien que ceux qui sont allés, même si c'est pas non plus suffisant, mais il y a quand même eu du monde qui est allé au tribunal, déjà à Saintes au début où il était, puis ensuite Poitiers, je sais plus où, bon, plusieurs endroits. Il y a eu du monde et des gens qui ont gueulé dans les rues. Et moi, alors là, je vais gueuler volontiers. Bon, d'ailleurs, ils n'ont pas eu trop de flicailles pour venir les emmerder, apparemment. Mais déjà ça, c'est un minimum, quoi. C'est un minimum. Et puis dénoncer les juges qui condamnent ceux qui œuvrent pour libérer les enfants, parce que ces juges-là sont des pédos, y compris les femmes, des femmes diaboliques. J'ai honte pour les femmes quand je vois ça. Si je Mais peux là, me permettre. donc voilà, agir par rapport physiquement, concrètement à ces choses-là. Tous les milliers de placements abusifs qu'il y a en France et que les gamins sont violés dans les foyers, là où ils sont placés. Il y en a presque tous les jours des histoires comme ça qui sortent. Donc, pour moi, notre devoir, et j'ose le dire maintenant, j'en ai marre je me suis tue pendant 15 ans, au moins 20 ans sur ce point, que c'est notre devoir. Si nous sommes dignes d'êtres humains, de ce nom, de cet adjectif, les êtres humains, leur dignité, notre devoir, c'est d'agir ensemble, en bloc, pour arrêter ça, pour mettre Si je fin à peux me ces permettre. cauchemars. C'est ça que Voilà. je parle. Vas-y, Si, C'est pas Fredo, juste notre petit truc, vas-y, chacun Fredo. dans notre coin. C'est pas Ouais. suffisant, notre petit J'ai truc, bien chacun dans notre compris coin. le message de Lune, et on va dire que finalement, le message de Lune, on le dit tous. Tout ce qu'a dit, on le dit tous ceux qui sont ici, puisque je pense que ceux qui sont ici, c'est déjà, ils veulent un minimum s'ouvrir l'esprit et d'en apprendre davantage et d'avancer dans le bon sens. Sinon, ils fermeraient le téléphone, ils regarderaient BFM. Donc déjà, Oui, il y ben a oui. quand même, ça centralise, on va dire, un regroupement de personnes qui veulent aller dans la même direction. Maintenant, le problème, c'est que c'est vrai qu'il faut agir, mais avant d'agir ensemble, il faudrait déjà qu'on se tolère. Et on voit bien qu'il y a toujours des divergences, des désaccords qui fait qu'on n'avance pas, on piétine, parce qu'on ne veut pas tolérer le fait, la vision de l'autre. Et ça, c'est déjà le point de départ. Il faut déjà arriver à se tolérer avant d'agir. Parce que si on veut agir et partir dans tous les sens et ne pas aller dans la même direction, avec le même ordre, on n'y arrivera pas. On aura beau être en masse, si on part tous dans les sens opposés parce qu'on n'arrive pas à se trouver un accord et un objectif commun, on n'y arrivera pas. Donc déjà, le premier travail pour agir, c'est de se tolérer. Et ça, on a quand même du mal à se tolérer. On voit bien quand même que dès qu'on est en vocal ou on a des désaccords et qu'on piétine des fois sur des sujets bénins qui sont futiles, alors qu'en vérité, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, comme je dis, étant donné que j'ai pas encore trouvé l'être humain assez intelligent pour se tolérer les uns avec les autres et aller dans la même direction, automatiquement, il y a des actions individuelles. Donc, tu as l'action individuelle qui est déjà d'élever son gamin au sens contraire que la société veut te l'emmener.
c'est déjà un début de combat. C'est déjà un début pour préparer comment dire, la génération future à pouvoir être assez intelligente, elle, pour se tolérer et de tolérer son prochain. C'est déjà un début parce que nous, on est dans une période intermédiaire, en tout cas pour moi qui a 35 balais, je me retrouve dans une situation à cheval. C'est-à-dire, on a nos anciens qui étaient encore très solidaires avec son voisin, et puis la nouvelle génération qui marche sur l'autre ou crève. Donc, on est un peu entre les deux. Il n'y a plus trop d'éducation, il n'y a plus de valeurs humaines, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur. Donc, comme on est dans une période transitoire ou à cheval, on va dire, bah déjà, ça, c'est vrai que ça nous divise pas mal et qu'on n'arrive pas à aller dans le même sens. Juste pour donner une petite image, quand un gamin faisait une connerie dans la rue, il fut une époque où mon père m'apprenait, il me disait, tu sais, moi, quand j'étais jeune, si je faisais une connerie, le voisin allait voir mon père, il me tirait par les oreilles, il m'emmenait voir mon père et je m'en prenais une bonne dans la figure. Et c'était réglé. Et tout le monde marchait comme ça dans la commune. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de débordement. Les gamins, dès qu'il y en avait un qui faisait une connerie, le voisin était là pour relever les choses. Alors que maintenant, aujourd'hui, le voisin, il se cache parce qu'il a peur que ce gamin sorte une arme blanche et qu'il le plante au coin d'une rue. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est déjà dès la base de l'éducation de l'être humain, dès son enfance, qui fera qu'on avancera les choses. On ne peut pas tout changer après autant de décennies mis vers, comment dire, qu'on a été asservi. On peut pas changer ça d'une minute à l'autre. Il y en a, ils sont prêts. Il y en a, ils sont déjà prêts parce que leur éducation et leur évolution, leur expérience leur a permis d'être prêts pour agir. Maintenant, ces gens-là, ils attendent quoi? Ils attendent qu'il y a d'autres personnes aussi qui viennent avec eux parce que ça ne sert à rien d'aller au casse-pipe tout seul. Donc, finalement, voilà, moi je dis, il faut déjà agir par nous-mêmes à notre échelle, petit à petit, mais on ne pourra jamais aller en action tous ensemble, se dire, on aura bon dire, il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-bol. Dans tous les Tu cas, sais comment puisque ça les s'appelle valeurs ça? sont Le perdues. sacrifice. Ils ne sont pas capables de faire un sacrifice. Demande à 90 personnes de se sacrifier pour une personne, ils ne le feront pas. Ils auront peur déjà. Voilà. Déjà, ils seraient capables de se sacrifier pour leur famille, ça serait déjà bien. Oui, parce que bien même sûr, ça, on ça serait le déjà perd. pas mal. Mais je veux te dire, si toi, tu es un homme et que tu veux te sacrifier pour la génération future, il n'y en a pas beaucoup qui le feront. Et par contre, pour faire des prières, ça, ils sont forts. Bah, Il y a un autre après, élément, bon, Fridouman, un autre élément qui est ouais. important et que tu n'as pas dit, ce qui pousse les gens à agir au-delà d'une possible éducation qui les a amenés à ça, qui leur a permis d'être capables. Il y a un autre facteur actuel, parce que je suis ça de très près, avec espoir et en même temps déception pour certains aspects, évidemment, c'est les gens qui sont à un tel degré de souffrance, mais qui vivent un tel calvaire, mais d'une telle ampleur, d'une telle intensité, puis d'une telle profondeur, avec leurs enfants qui leur ont été arrachés, qui sont violés à peu près quotidiennement par des monstres, enfin, dans des centres, des foyers, etc. Et qui, en fait, entre eux, parce qu'ils sont des milliers à le vivre en France, hein, rien qu'en France déjà, eh bien, entre eux, n'ont plus d'autre chose à faire pour garder la moindre raison de respirer, de manger encore un peu chaque jour. Il y a une femme en ce moment qui est au bord de la mort, en grève de la faim depuis 40, je ne sais plus combien de jours. Il y a des risques qu'elle meure réellement pour essayer de récupérer ses enfants. Bon, il y a des milliers de gens qui vivent des trucs tellement extrêmes, tellement atroces comme ça en France déjà, qu'en fait, ils s'associent qu'à un cas malgré leurs propres différences et leurs conflits, parce qu'évidemment, on a des conflits entre humains de toute façon. Il faut accepter que nous ayons des conflits. Il faut accepter que nous ayons des trucs très difficiles qui font qu'on a beaucoup de mal à faire ensemble, mais quand même faire ensemble, bordel. Et quand Laurent parle de sacrifice, j'ai envie de dire que en amont d'un éventuel sacrifice physique, de donner sa vie, machin, il y a bien moins pire que ça, qui est de sacrifier déjà son ego. Et puis
les trucs qu'on supporte pas chez l'autre, etc., pour œuvrer vraiment ensemble pour la cause. Et ces gens qui souffrent de ces atrocités en France, eh ben, qu'à un cas, ils essayent de s'associer. Franchement, ils n'y arrivent pas toujours, hein. Il y a des divisions, il y a même des guerres intestines entre eux qui sont terribles, hein. Je le vois avec beaucoup de tristesse. Bon, mais bon, au moins, il y en a une bonne partie qui arrivent, qui essayent, qui font de leur mieux pour s'entraider, tellement ils souffrent parce qu'ils n'ont que ça comme solution pour survivre même moralement et pour leurs enfants et pour sauver leurs enfants. Et Donc Lune, pourquoi nous on le fait pas? tu prends le message du Christ qui a été déformé. Personne ne sait ce qu'a dit le Christ. Les évangiles ont été écrits 60 ans après sa mort. Les abrutis d'apôtres, là. Le Christ, soi-disant, si tu écoutes son message, c'est « tends la joue quand tu te fais frapper ». C'est un très bon moyen pour le gouvernement d'avoir des gens dociles. Absolument. Excuse-moi, le Christ, il n'a jamais dit ça. Ouais, tout à fait. La plupart, ils ne savent pas qui était le Christ, déjà. Ce qu'il a fait. Le livre d'Élie. Le livre d'Élie, oui, le prophète Élie, bien sûr. Mais le Christ, c'était pas un homme. On ne sait pas qui il était. Il était sûrement pas un bisounours. Hein. Il avait une bonne parole, c'est certain. C'était un philosophe, c'était ce que tu veux. Il avait voyagé. Il s'était imprégné de plusieurs cultures. Mais c'était certainement pas quelqu'un qui tendait l'autre joue quand il se faisait frapper. Hein. Ça, c'est pas vrai. Le seul exemple où il s'est mis en colère, c'est quand il démonte les marchands du temple. Ouais. Pour la Pâque, ouais. Et bien sûr. Le dieu abrahamique, il est très fort. Il est très fort, ce dieu abrahamique. J'imagine l'ampleur de sa colère devant des pédosatanistes. J'aimerais voir. Franchement, j'aimerais voir. Mais le Christ, tu sais, si le Christ a une histoire qui l'amène en Provence. Il avait un frère, Justus. Il a combattu contre les barbares, par exemple. Donc, après, certains te parlent du Christ comme s'il avait connu. Mais il faut connaître son histoire. Alors, qui peut prétendre connaître son histoire? Justement, Laurent, tu vois, moi j'ai toujours pensé que j'avais acquiescé au fur et à mesure de mon existence du savoir, et ça en faisait mon opinion, ma vision, ma réalité. Mais effectivement, je pense qu'aucun d'entre nous, on peut lire, on peut s'instruire, mais je pense que ni toi, ni personne, ni Mickaël, ni personne, c'est ce qu'a fait exactement le Christ, ce qu'a fait exactement les uns les autres. En fait, il y a des choses où on peut avoir des sources, effectivement, des textes, et là on peut corroborer des informations tous ensemble sur des idées, mais il y a des choses qui sont tellement lointaines que il ne peut pas y avoir d'affirmations, il ne peut y avoir que des idées, des philosophies, des choses qui soient partagées dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas qu'une vérité, il n'y en aura jamais qu'une. Mais bon. C'est bien pour ça, Julien, qu'il y a le temps de la révélation, qui en grec se dit apocalypse, où tout sera révélé. Et là, il y a beaucoup de personnes qui croient, non moi le premier, connaître des vérités, surtout sur les mondes, sur les inframondes, sur les guides, les archontes, les égrégores et tout le camp de Madon. Et là, ils vont se retrouver face à eux-mêmes, et moi-même, et on va voir la vérité. C'est ce qui s'appelle le ravissement, qui vient juste après. Hein. Oui, mais c'est ce que disait, au bout du compte, si tu résumes ce que tu es en train de dire, en fait. Mickaël l'expliquait bien, je trouve, au départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné de notre existence ici, on doit accéder dans les profondeurs et les méandres de nous-mêmes et d'une certaine manière symbolique mourir pour renaître. Mais je pense que cette symbolique et cette image qu'il a partagée tout à l'heure, elle est valable d'une manière individuelle. Certes, mais elle est valable d'une manière collective aussi, en fait. C'est-à-dire que si le collectif dans l'ensemble ne sombre pas, l'action ne peut pas renaître pour mourir, c'est le symbole du crâne avec les deux tibias. C'est le symbole franc-maçonnique par excellence. Sûr, mais pour que le collectif s'effondre, on comprendra bien qu'on est unité. Donc il faut que chacune des unités s'effondre pour que le collectif le fasse, ou du moins se rallie pour la même cause. C'est logique. Oui, tu as raison. Et pour cela, c'est là que je rejoins les termes de Moïse, s'il a existé, c'est pas prouvé, ni l'étape de la loi d'ailleurs, ni l'Arche d'Alliance. Hein. On dit que l'étape du garage d'ailleurs, je suis pas loin, hein, ça dit, hein. Il nous faudra plus qu'un homme pour nous sortir de cette GN. Ça veut dire que Mickaël a raison, on a tous raison. On peut atteindre une spiritualité, être bien à notre niveau et changer le monde, ça s'appelle l'effet papillon. Mais pour que ça change globalement, et que ça ne dure pas encore 2 millénaires, et là je rejoins Luce, la pédophilie, les guerres, les coffins, machin, l'esclavagisme, la maladie, il va falloir bien qu'il y ait une intervention, je dirais, allez, à la limite divine, pour que l'homme et la femme changent.
Parce que de nous-mêmes, on pourra atteindre une spiritualité, une connaissance. Déjà, il faut de l'argent. Hein, moi, c'est pas avec mes 640 € que je pourrais voyager à travers le monde et voir des chamans. J'y arriverai pas. Donc déjà, c'est limité à certaines personnes. D'abord, la connaissance, et donc il est à grande initiation, sauf si on a eu la Kundalini, mais là, c'est autre chose. Mais donc, si du jour au lendemain, il y a Bouddha, Jésus, Mahomet qui se présentent devant moi, peut-être que je vais être d'accord avec eux. Et ça Alors, encore, tu c'est pas vois, sûr parce qu'il paraît que c'est le projet Bluebeam. ouais, c'est très sympa ce que tu dis, Laurent, parce que en fait, moi, je me suis toujours dit la chose suivante. Donc, je veux dire, en tout cas, dans cette vie-là, je ne peux pas remonter dans le passé pour savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a des noms qui restent gravés. Et je pense très sincèrement, aujourd'hui, tu prends le Christ ou n'importe quel prophète ou autre, honnêtement, moi, je ne retiens pas la toge, le pain qui se multiplie et ces choses-là. En fait, moi, ce que je retiens de ces gens qui sont venus sur Terre, de ces êtres qui sont venus sur Terre, on retiendra quand même le message de base. C'était un message d'amour, si tu veux. En fait, l'objectif, c'est pour ça qu'on s'en souvient tous et qu'il est collectif aujourd'hui en 2021 sur des choses qui se sont passées il y a des milliers d'années. Donc, Absolument. l'objectif, Oui. c'est pas de se souvenir que du pain s'est multiplié, qu'il y a eu des miracles. En fait, l'objectif, c'est quand même on va dire, cette histoire et cette mémoire est restée gravée dans le collectif. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je pense, tu viens de dire quelque chose à l'instant, que pour accéder à cette spiritualité divine, mais c'est paradoxal parce qu'on est déjà des êtres spirituels divins, en fait, pour moi, de ma conception, en fait, de ma vision des choses. On est spirituel et on est divin. Donc la question, c'est pas d'accéder à cette spiritualité divine. Oui, d'une certaine manière, oui. C'est d'y accéder de soi-même, puisque elle vibre à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Ça, tu as raison, Julien. Mais pour des gens comme, je vais dire nous, parce qu'on est sur le vocal et qu'on a appris certaines choses par les livres ou par nos voyages, par nos rencontres. Mais si tu prends, on est 20% dans le monde à penser comme ça. Hein. Ça fait pas grand-chose. Hein. C'est 20% à peu près. Hein. Donc ça fait, je sais tant pas, mieux, sur 7 pensais milliards, moins ça fait que pas grand ça. le monde. Hein. Hmm. Donc imagine un garçon ou une petite fille ou n'importe qui travaille sur un tas de merde au Bangladesh, parle-lui de son moi divin à lui. En fait, Qu'il ait 5 ans ou qu'il ait 25 en fait, ou qu'il ait 30 ans. Hein. tu vois, Laurent, ce qui est important, c'est que par exemple, quand tu dis on est 20%, déjà pour moi, quand je parle, je veux dire, c'est important de sourcer, de pouvoir donner. C'est-à-dire que 20%, c'est une idée de ce qu'on peut se faire, en fait. Parce que en fin de compte, je pense que, franchement, je me permettrais de rien dire parce que je pourrais pas dire on est 20%, on est 30%, on est 40%. Moi, la seule chose que je serais capable de dire sur quelque chose qui n'est pas quantifiable, vérifiable, mais qui reste d'un avis personnel, je pense que cette vibration spirituelle, divine, de ce que nous sommes, moi, je pense qu'elle a pris le dessus sur l'humanité, parce que justement l'humanité est en train de changer, pas parce que on est en train de, je veux dire, quand quelque chose s'effondre, c'est pour mieux se reconstruire. Donc le tournant que notre humanité a pris avec ce qui est en train de se passer, c'est justement parce qu'on est en train de prendre un tournant qui forcément nous amène à de l'évolution, parce que ce serait un non-sens de penser que la vie existe et que elle n'est pas associée à une forme d'évolution, en fait. Je Ça suis reste un d'accord avec toi, non-sens. Julien, mais ça s'est passé pendant la Révolution française. On a cru un monde meilleur après. Ça s'est passé pendant les guerres napoléoniennes juste après. Ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et quoi qu'il arrive, il y a eu des millions de morts pour en arriver au point où on en est aujourd'hui. Alors je suis d'accord avec tout ça. Hein. Il y a un basculement qui se fait. Moi, je demande à voir qui va gérer tout ça après le basculement. Hein. Ouais, Et dans je quelle suis société on d'accord. sort. Hein. Juste, Moi, je pense on parlait, vous étiez en train de parler de l'histoire là. J'aimerais bien rappeler une citation d'Einstein qui définissait la folie comme étant le fait de répéter la même chose en s'attendant à un résultat différent. Donc, on est en train de faire la litanie de tous les conflits historiques que l'on connaît, vrais ou pas vrais, puisque l'histoire est le récit des vainqueurs. Et bref, dans tous les cas, quelle que soit la contingence exacte, l'histoire est pavée de complots, de guerres et d'affrontements les uns contre les autres. Probablement d'autres vagues d'éveillés qui ont essayé de mener des combats contre l'ombre, etc., etc. Et ben, on se retrouve quand même malgré tout, toujours en 2021, à toujours mener le même combat. Ben, peut-être que justement, la vision très grande hauteur de s'extirper de cette idée qu'il y a à faire, et que c'était simplement dans l'état d'être, d'ailleurs, l'âge de faire, l'âge d'être, j'ai envie de dire maintenant plutôt, et que oui, il y a des choses sur lesquelles on est amené à agir, mais là-dessus, à nouveau,
on parle de tout ça comme une espèce d'énorme pièce de théâtre. Bah, dans une pièce de théâtre, il faut des rôles différents. Et bah, en fait, oui, il y a des rôles, il y en a pour certains qui sont enrôlés dans l'armée, qui ont cette noble mission, qui en plus éventuellement peuvent avoir la chance soit d'avoir parmi leur haut gradé des gens qui sont réveillés ou eux-mêmes être réveillés et du coup agir dans le cadre de leur incarnation bah, en accord corps, âme, esprit avec ce qu'ils peuvent faire. Mais chercher à artificiellement transformer tout le monde en disant c'est ça qu'il faut faire, on rentre à nouveau dans des guéguerres d'ego en fait. Et là-dessus, on a chacun notre rôle à jouer. Et c'est pas parce que y en a dont le rôle consiste à aller mettre les mains dans le sang et dans l'horreur et agir actuellement dans le concret qu'ils ont un rôle plus important ou plus brillant que le nôtre. Chacun joue sa place en fait. Je peux te poser une question, Bjorko? Ouais, vas-y. Tu as déjà été confronté au mal, à la haine, à la méchanceté? Parce que si moi demain je viens te voir, dans l'espoir, avec ma haine, ma méchanceté contre l'humain, est-ce que tu penses que ta spiritualité, ton amour de l'humain, du divin, ton moi-je, va me faire reculer d'un pas? Est-ce que tu crois ça? Dis-sois honnête. Est-ce que tu crois que tu vas me regarder dans les yeux en me disant tu es très beau, tu es gentil au fond de toi, réveille ton petit garçon, tu vas pas me faire de mal? Est-ce que tu crois vraiment que la personne qui veut te faire du mal, quand elle l'a décidé, pour une raison bidon, hein, elle ne va pas le faire? Alors, par rapport à ça, mon état d'esprit, il est que, vu que nous sommes par essence principalement de l'énergie qui anime de la matière, c'est la loi d'attraction en fait qui s'applique. Et selon bah, le niveau d'énergie que tu vibres, bah, tu attires les expériences que tu as besoin de vivre en fait. Et donc, je sais pas, parce que pour le coup, je ne peux pas répondre à ta question, parce que j'ai jamais été confronté à une menace imminente physique excessivement prégnante. Mais parce que qui je suis n'attire pas ce style de situation. Bien évidemment que si je suis face à ce genre de situation, j'ai beau avoir des élans nobles, etc., je ne vais pas effectivement tendre la joue. Je vais prendre mes jambes à mon cou, je vais agir, bien sûr. Mais je suis surtout dans un état d'esprit où je pense que selon ce que l'on vibre, en fait, on va attirer ou non tel ou tel type de situation. Non, pas forcément. Si je peux me permettre d'interagir à ça, j'ai connu des personnes qui ne pensent qu'au bien et qui avaient la générosité. On va dire, c'est des personnes qui marchent que sur la générosité, si tu veux, qui pensent qu'à l'amour, qu'à tout ça. Et c'est pas, ça leur a pas empêché d'attirer 1000 malheurs etc. Maintenant, moi, je dis clairement, la réponse, c'est clair, parce que moi, je me suis retrouvé face à ça. Et hélas, c'est pas des inconnus. J'ai eu ça carrément dans la famille, voilà, sous mon nom de famille. Donc, je peux dire que je l'ai connu, la haine et la rage. Et je sais de quoi même ton frère ou ta sœur peut faire quand elle est sous l'emprise de la haine. Et moi, je vais te dire, ma vision, peut-être que ça n'ira pas comment dire, en équation avec la phrase que je mets sous mon pseudo, mais moi, je dis qu'une chose, c'est que on enlève le mal par le mal, quoi. À un moment donné, il faut bien se dire une chose, c'est que la haine, elle a aucune règle, aucune règle. Si toi, tu te mets des limites de dire fais du bien, tu auras du bien, là déjà tu te limites et déjà tu es vulnérable. Donc moi, je le dis honnêtement, j'ai été face à ça et plus d'une fois dans ma vie et ça m'a bien enfoncé au fond du trou malgré que j'étais quelqu'un au fond de très gentil, de très agréable. Ça m'a bien mis dans la merde et ça m'a bien mis plus bas. Alors c'est vrai qu'on dit les expériences, les mauvaises expériences t'en tirent toujours du bien. C'est vrai que t'en sors plus riche. C'est vrai que pour toi, ta personne t'en sort plus riche, mais maintenant, ça ne fait pas changer les choses dans l'état général de la communauté ou d'une nationalité ou peu importe. Pour changer ça, il faut quand même qu'il y ait des atomes crochus entre les gens. Et ça, hélas, il faut que déjà chacun de nous arrive à avoir confiance en soi déjà.
Et Et ça, c'est cette déjà... notion de haine, tu sais, Fredo, elle est relative à chaque individu, hein. Elle est relative à chaque individu, cette notion de haine, de ce qu'on endure, de ce qu'on supporte, de notre tolérance, de ce qu'on ressent par rapport aux choses. En fait, c'est très personnel, en fait. C'est mesurable uniquement par rapport à chaque individu. Oui, mais c'est pas, je veux dire par là que c'est pas parce que toi, tu es dans le positif et tu dégages ce qu'on appelle les ondes positives ou je sais pas comment, les vibrations, les bonnes vibrations, et cetera. C'est pas, en dégageant des bonnes vibrations que tu attires le bien sur toi. Ça a rien à voir. J'ai été témoin de ça, c'est des fois même malheureusement sur les champs les plus gentils que le sort s'acharne. Donc c'est pas forcément sur les vibrations, c'est surtout par rapport à l'autre, ce qu'il aura décidé à ce moment-là. Si l'autre, il se sent la liberté de détruire une autre personne, il le fera par tous les moyens qu'il a. D'ailleurs, il se mettra aucune limite. C'est bien pour ça qu'on a autant de malheurs, parce qu'on dit, ouais, notre gouvernement nous gère, nous manipule, etc. On met souvent tout le sort sur nos dirigeants, mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'on se rend la vie très difficile déjà, rien qu'à nous. Hein. On est le premier à dénoncer son voisin, on est le premier à cracher sur son voisin, on est le premier à critiquer la différence et à pas tolérer les différents points de vue. Donc finalement, on se met des cages nous-mêmes déjà. Par rapport à la loi d'attraction, il y a beaucoup, malheureusement, de désinformation. Ce qui compte le plus, les deux notions qu'il faut retenir, c'est l'intensité de la fréquence vibratoire et la constance. Plus tu émets longtemps et fort, plus tu t'attires de manière rapide et nette ce que tu désires. Après, il peut t'arriver effectivement des circonstances, des gens qui ne sont pas à la hauteur de la vibration. Et là, c'est ton attitude qui fait le reste. Et en général, quand tu vibres de manière élevée et de manière constante, minimum 68 secondes, ce qu'on appelle l'unicité du but, et bah, ça équivaut à 20 000 heures de travail physique dans l'univers, la puissance énergétique que ça dégage. J'aimerais pouvoir donner le mot de fin à Mickaël parce que je voulais pouvoir clôturer d'une manière céleste en fait ce salon aux alentours des minuit 45. Et j'aimerais beaucoup donner la parole à Mickaël que j'ai convié et pouvoir dire un petit mot de fin sur tous ces témoignages et sur tout ce qu'il a pu entendre jusqu'à présent, s'il veut bien. Oui, avec joie. J'ai écouté avec attention. Euh, Juste revenir par rapport à Lune Rouge, que je partage sa colère, son indignation, et que la spiritualité, son sens, c'est de transformer la conscience, mais ensuite qu'elle se commute en action. Hein, le Bouddha disait ça, il disait pensée juste, action juste. Le Bouddha, il n'a pas fait que méditer en dessous d'un arbre, il a beaucoup agi aussi. Et c'était un guerrier à la base, hein. Il venait d'une caste de guerriers, donc c'est quelqu'un qui connaissait l'action, qui connaissait le combat, qui connaissait la mort et la rage. Donc le spirituel, pour moi, ma vision du spirituel, c'est pas quelque chose de cotonneux, tout douillet dans sa bulle. Pour moi, ça c'est une illusion de plus, c'est une bulle spirituelle. Non, non, c'est se confronter au réel. Et le réel, c'est aussi tout ce que vous dénoncez. Et c'est la réalité. Il faut faire face à ça, il faut s'indigner. Et bien sûr, si on peut se lier ensemble pour l'agir juste, il faut le faire et voir au sacrifice, pourquoi pas, si c'est aligné en nous-mêmes, si c'est juste, si c'est pas juste, on se force d'être d'une certaine manière pour combler des blessures qu'on a vécues aussi dans l'enfance, parce que j'ai vu aussi des cas de figure comme ça, où on s'indigne contre les horreurs du monde pour pas s'indigner des horreurs qu'on a vécues nous aussi. Et donc, on peut projeter aussi ces horreurs sur le monde. Donc, peut-être on peut faire intervenir à un certain niveau la loi d'attraction. Et puis, pour cette idée de l'attraction, je pense qu'on n'a pas... Il y a des variables qui ne sont pas de notre ressort aussi. Moi, ma façon de voir l'attraction, c'est plutôt imaginer quand vous étiez petit, vous étiez dans un manège, hein, les manèges qui tournent, et à un moment donné, vous êtes dans le manège, et puis vous tournez le volant à gauche, et puis ça tombe bien, le manège tourne à gauche.
Et donc, vous avez l'impression de tourner à gauche et que c'est vous qui avez le pouvoir de tourner à gauche. Et puis, il y a des moments où vous tournez à gauche et ben, ça tournait à droite. Et là, il y avait un petit bug, en fait. Ah, finalement, j'ai pas le pouvoir sur tout. Je pense qu'il faut faire attention avec cette loi d'attraction, cette idée de toute puissance. Il y a des facteurs, des variables qui ne sont pas de l'ordre de notre niveau de conscience et qui sont interagis à d'autres niveaux, dont notre écran radar n'a pas accès. Donc, on peut agir sur soi, on peut agir jusqu'à un certain niveau, mais il y a des indicibles qui restent des points d'interrogation, comme tous les horreurs dont tu parlais, Lune Rouge. On peut très bien se poser la question, comme se posaient les gnostiques chrétiens il y a 2000 ans, si Dieu est bon, pourquoi le mal? Et pourquoi la souffrance? Alors que normalement, on devrait être dans un monde spirituel. Donc, il y a peut-être des forces qui empêchent que la lumière rentre, ce qu'ils appelaient les archontes, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Donc peut-être c'est aussi un aspect du réel. Et moi je pense que toutes les traditions et tous les points de vue, c'est des pièces du puzzle du réel, et que chacun ici, on est une pièce du puzzle. Donc chacun en apporte son bout. Mais le problème, c'est qu'on croit que notre pièce, c'est l'absolu de la réalité. Puisqu'on parle, on n'a qu'une bouche, donc on croit que la vérité sort de là. Donc justement, c'est important, ici, on a tout mis à table, et que chacun en prenne un bout de l'autre en partant, que chacun prenne un bout de l'autre. Moi, je prends ce que chacun a dit et j'essaie de voir un petit peu comment je peux l'intégrer, ça, dans ma conscience et pour me faire grandir. Et c'est comme ça que peut-être à un moment donné, on peut créer un champ d'unité qui va amener à plus d'action aussi dans le concret. Ce serait ma vision. Et pour terminer, le spirituel, l'esprit et la matière, pour moi, c'est un. Il n'y a pas d'un côté l'esprit, il n'y a pas d'un côté la matière. C'est-à-dire que ce qu'on gagne dans les mondes subtils, il est important qu'on le fasse descendre dans l'acte. L'acte, ça peut être au quotidien avec nos proches, hein, aime ton prochain comme toi-même, c'est le prochain, c'est mon voisin, c'est celui qui a une autre culture en face de moi dans mon quartier, c'est celui qui pense différemment, qui vient me chercher, qui me fait mal parce que j'aime pas sa vision du monde. C'est déjà là qu'on change le monde en fait. Moi, j'ai décidé de faire ça pendant des années aussi. Quand j'avais ces prises de conscience, je me suis dit, c'est bon, je vais être quelqu'un qui va être un pilier pour changer l'humanité et que tous ensemble, on va y aller, tout va changer, le monde va être magnifique. Et j'ai vu que j'avais pas le pouvoir absolu sur tout ça. Donc, je me suis dit, écoute, humilité, fais ce que tu peux là où tu es et change des choses sur lesquelles tu peux avoir une prise directe. Et je me rends compte que je peux changer les choses rien que dans mon quartier. Et encore. Et c'est déjà pas mal. Et si chacun fait ça un petit peu dans son quartier, peut-être qu'un jour ça montera et on pourra défoncer des portes tous ensemble et aller libérer ces enfants dont on parlait tout à l'heure. Et j'en fais le vœu en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je Bah, voulais terminer. on en fait tous le vœu. Mickaël, moi, je voulais te remercier pour tout ce que tu viens de partager ce soir, ton expérience, ton cheminement, ton savoir, ta connaissance, ta bienveillance, ton humilité, ta justesse. Je te remercie d'être venu pour partager ça avec nous tous. Je remercie aussi à chacun d'entre vous qui avait participé à ce live, chacun pour vos interventions, pour avoir exprimé ce qu'il pensait, avoir exprimé ce qu'il souhaitait également pour le futur. Effectivement, on parlait de tolérance et tolérer, c'est s'écouter chacun. Donc, je suis heureux d'avoir, moi, échangé en tout cas ce moment avec vous. Vraiment très, très heureux. Je remercie Mickaël et je remercie tout le monde et j'espère justement qu'à travers des échanges de cette manière, bah, ça donnera suffisamment d'énergie pour que, bah, effectivement, comme disait Mickaël, on soit capable d'émettre des actions parce qu'effectivement, le monde spirituel, c'est pas que le monde des bisounours et c'est pas que le monde du coton et qu'on vit dans la matière et que c'est dans la matière qu'on agit, qu'on émet des actions. Donc, j'ai une pensée avant de clôturer ce live, j'ai vraiment une pensée pour notre planète. Justement, l'une pour tous ces enfants qui souffrent, pour toutes ces femmes, ces hommes, ces animaux. Justement, l'objectif dans cet amour-là, c'est d'émettre des pensées d'amour pour tous ceux qui souffrent. C'est important, c'est-à-dire que on a un rôle d'incarnation pour notre propre vie, pour notre propre cheminement, mais on a un rôle pour tous.
Et justement, j'envoie de l'amour et de la lumière à toute la planète et à vous tous. Et je vous souhaite une belle soirée. J'espère vous revoir prochainement. Je remercie tous les participants, tous ceux qui ont écouté, ceux qui sont restés dans le silence et qui viendront peut-être reparler. Merci à tous et merci à Michael. Merci. Merci à vous les gars, beaucoup. merci à toi Michael, c'était génial et Juste une petite merci à truc. Julien d'avoir organisé ça. Juste Bah, une avec petite avec chose. grand plaisir. Tu comptes clôturer? Ce serait dommage de clôturer parce que bah après peut-être d'autres personnes voudraient continuer à communiquer entre eux. Alors, Euh, alors, je sais que Lily, elle, va sortir du salon. Björkio, est-ce que tu veux rester et prendre le relais parce que tu peux gérer le salon vocal également aussi. Est-ce que tu souhaiterais rester sur le salon? Je peux garder le salon ouvert à ce moment-là. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais si Mais le en fait, voilà, en ça fait, permet de le tenir encore. ouais, si tu peux le tenir, c'est-à-dire que tu as la possibilité de tenir le salon pour que vous puissiez échanger. Je sais que Mickaël, lui, avait des impératifs et Lily, moi, avait des impératifs aussi pour demain. Donc, si vous voulez justement avoir cette continuité pour échanger ensemble, franchement, moi, c'est avec grand plaisir. Hein, ce live est ouvert à ça et c'est Björkio a la gentillesse de vouloir le continuer. Alors, je suis en train juste de vérifier juste un instant que ce soit possible parce que ce serait bête que je jette tout le monde du salon. Alors, je vous demande Ça un nous petit arrivait avec le instant. premier live sur divulgation. C'est Ouais, ça arrivait la dernière fois aussi. Donc, Michael, je tiens à te remercier pour ce que tu dis. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup et ça me donne confiance. Voilà, c'est pour, merci beaucoup. Et merci à toi d'avoir partagé ça. Ça m'a touché aussi. Donc, bonne Bien nouvelle, soin de toi. Björkio, tu peux tenir le salon. Donc, c'est OK, c'est cool si on le quitte. OK. Par contre, Lily et moi-même, donc, on quittera le salon, mais sans arrêter le salon. Je ferai pas la même bêtise 2 fois.